Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Approche littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Béchaïn, le chercheur d'or de J.M.G. Leclésio, problématique du héros, 2010. Y. OTENG, pluralité culturelle dans le roman francophone, 2010. Angelica Vernec, Mémoire et désir. Marguerite Duras Gabriel Roy 2010. Agnès Aguerre, L'avocat dans la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance 2010. Sylvie Gazagne, Salas Tétier, lecteur de Rimbaud et de Mallarmé. Regard critique, regard créatif 2010. Élodie RAVIDAT, Jean Giraudoux, La crise du langage dans la guerre de Troie n'aura pas lieu et Électre 2010. Akraibi, C. Ramirez, L'héritage des mille et une nuits et du récit oriental en Espagne et en Occident, 2009. Gloria SARAVAYA, Un dialogue interculturel, 2009. Nelly MAREINE, Henri Miller, Bies Sandrard. Deux âmes sœurs, 2009. Christian Paviot, Césaire autrement. Le mysticisme du cahier d'un retour au pays natal, 2009. Lisa Steiner, Sade Houellebecq, Du boudoir au sex shop, 2009. Jamal Zemrani, Sémiotique des textes d'Azouz Begag, 2009. Mey Farouk, Tahar Benjeloun. Étude des enjeux réflexifs dans l'œuvre, 2008. Christian Mbarga, Émile Zola, Les femmes de pouvoir dans les Rougon-Macquart, 2008. Jeanne Fouetfauvernir, La mère du printemps, de Driss Kraibi. Études pédagogiques, 2008. Émeline Pierre, Le caractère subversif de la femme antillaise dans un contexte post-colonial, 2008. Éric Chima, A. Césaire, Cahier d'un retour au pays natal et Chikaya Utamzi. Approche comparative, 2008. Claudel EIBENSON, Federico Garcia Lorca, Images de feu, images de sang, 2006. Introduction. La vie et demie est une fable. Sonny Laboutancy y insiste. La fable est violente, dérangeante, féroce et déroutante. La vigueur d'écriture est telle qu'elle séduit autant qu'elle désarçonne. L'écrivain fait preuve d'inventivité, et son réalisme ne peut que bouleverser le lecteur peu habitué à basculer dans un univers aussi brutal. L'œuvre est très originale. Même si ses 5 autres récits publiés sont tous très différents, à l'image de ses poèmes et ses pièces de théâtre, le lecteur sait toujours quand ce qu'il lit est signé Sonny Laboutancy. Dans un entretien avec Bernard Magnier, en 1993, il récuse le mot « roman » pour qualifier ces 6 récits. Dans un article sans titre, publié dans L'Autre Monde par les éditions Revue Noire, page 38, il affirme cependant « Je vais vous donner la raison principale pour laquelle j'écris. J'écris parce qu'il faut remettre à plus tard la mort du roman, l'inexistence du roman africain. Le mot roman serait problématique. Les mots à choisir sont toujours le fruit de choix difficiles pour Sonny Laboutancy, comme si pour cet écrivain, les mots pouvaient être invalides, comme s'ils avaient le plus grand mal à identifier, à nommer sans trahir ou déformer, comme si les mots n'avaient rien de sémantiquement stable. La tension qui associe les opposés fragilise le langage. Sonny Laboutancy en fait le ressort principal de son œuvre, marqué par la nécessité de donner aux mots couchés sur le papier toute leur force d'expression. Le nom de la forme littéraire à donner aux narrations de l'écrivain est ainsi à définir. La voix très personnelle de cet artiste congolais entraîne d'abord son lecteur dans les méandres d'un véritable univers dont la littérature est l'expression. Poèmes, pièces de théâtre, nouvelles, fables et récits, articles. La voix de Sonny Laboutancy, mort en 1995, est audible parce que ce conteur a d'abord les mots comme sujet à travailler et que le lecteur comprend très vite que lui aussi va devoir les interroger. Il sera placé à ses côtés. Ouvrir la vie et demie, sans doute le texte le plus singulier, le plus original parmi ses récits, invite à entrer dans l'histoire de Shaïdana. Le livre commence comme un conte dont on reconnaît d'abord la facture, mais le sentiment de sécurité qui naît de la familiarité avec des formes littéraires connues est très vite ébranlé au point d'être dérangé, bousculé quand le récit bascule dans la violence la plus crue, la plus réaliste et que l'on assiste à une scène de torture interminable. Certes, les contes sont très souvent violents, mais ici Sonny Laboutancy n'épargne rien à son lecteur des souffrances atroces que subit longuement Martial. Lire devient dérangeant,
mais mal à l'aise sans que jamais pourtant l'envie de fermer le livre ne l'emporte sur l'envie de découvrir plus avant l'extraordinaire inventivité du texte. L'antépeuple avant lui avait décrit le passage à tabac de Dadou par les bérets. L'État honteux après lui décrit le lent travail de Maître Rognon pour faire parler les opposants. La violence et même l'extrême violence sont bien présentes dans l'œuvre narrative de Sony Laboutancy, même si les séances de torture des premiers textes laissent la place au meurtre, celui d'Estina Benta par son mari dans les 7 solitudes de Lorsa Lopez par exemple. Les corps y sont maltraités, découpés comme celui de la petite ou de L'Or et la Panthère par Barthélemy Lopez dans L'État honteux, comme si mettre le corps en pièces était l'expression charnelle d'une forme littéraire qui chercherait à dire la violence destructrice d'un monde inacceptable et inéluctablement moribond. Sony Laboutancy est un écrivain du XX siècle qui ne peut, à l'évidence, détourner les yeux de la réalité d'un siècle marqué par les génocides. Au lecteur de la regarder en face avec lui. Les yeux du volcan, puis le commencement des douleurs un après lui sont de ce point de vue, moins insoutenables parce que ce motif terrible du dépeçage laisse la place à une forme de violence moins cruelle tout en étant encore très douloureuse. Le colosse est Benoît Goldman dans le premier de ses textes, Oscar Anna et la population de Hondo Note dans le second sont des personnages tout aussi découpés, morcelés, mais la violence qu'ils subissent est cette fois métaphorique de leur perte d'identité. Ce motif est déjà présent dans E et S, la référence aux différents baptêmes qu'ont subis les pays d'Afrique au cours des derniers siècles et aux profondes difficultés qu'ils n'ont pas manqué d'engendrer est explicite. Sony Laboutancy rédige des fables, dit-il, mais ces fables ne sont jamais moins réalistes que l'actualité contemporaine. L'écrivain congolais fait le choix d'une verve exhibitionniste qui bouleverse les codes narratifs, parce qu'une telle réalité ne peut se conformer à des cadres qui assagissent les mots. Pour dire la violence, les mots eux-mêmes doivent être violentés pour qu'ils finissent par avouer leur ambiguïté coupable. Les mots eux-mêmes ont le statut de personnages principaux de l'œuvre de Sony Laboutancy. V raconte l'histoire de Shahidana, fille de Martial au moment où la forêt a laissé sa place au béton qui l'a couverte comme elle a figé les cerveaux des hommes. Pour avoir refusé de se plier aux lois scélérates du guide providentiel, son père, sa famille avec lui, vont être torturés, disloqués sans que jamais le dictateur ne parvienne à étouffer la voix de l'opposant et de ses partisans. Les œuvres de Sony Laboutancy font entendre des cris qui ne sont pas seulement ceux des suppliciés, mais qui sont ceux de qui ne veulent pas se taire, qu'ils soient victimes ou bourreaux. L'écriture sonienne n'est donc jamais marquée par l'apaisement, elle est toujours tendue entre des pôles qui bandent dans des sens opposés. La tension qui en résulte est tellement puissante que la lecture ne peut pas être confortable. Non pas au point de ne pas pouvoir distinguer les coupables des victimes, sûrement pas, mais parce que c'est le lien qui s'établit dans ce rapport de force qui est à observer. Il est imprévisible. Pourquoi, en effet, Dadou, directeur modèle d'une école de jeunes filles, devient-il si vite l'homme qui a sombré totalement dans l'alcool dans A? Pourquoi, le révolutionnaire Benoît Goldman dans I ne tire-t-il plus que sur des souris avec sa vieille pétoire? Non pas parce que l'homme serait simplement versatile, l'explication serait simpliste, mais parce que la tension entre le même et son contraire, entre l'espace réduit des dictateurs des premiers textes et l'amplitude des paysages des derniers se côtoie et que l'attirance de l'un vers l'autre reste une réalité avec laquelle il faut toujours composer. Les mots qui servent à décrire ces deux pôles sont d'ailleurs identiques. Chercher à tuer Libertatio dans la parenthèse de sang ou à le garder vivant semble être de même nature. Les opposants comme les soldats peuvent en effet crier les mêmes « Vive Libertatio !» de la même façon que ceux de Félixville et que ceux de Granita ont des raisons généreuses de se faire la guerre dans V, ou que ceux de Valencia ont les mêmes mauvaises raisons de se détester que ceux de Nsanga Norda dans S, on dirait que les mots sont sans couleur et que leur apparente neutralité les rend ambivalents. Que Sony Laboutancy a longtemps présenté comme son récit préféré, raconte l'histoire de Barthélemy Lopez, dictateur dangereux et fantoche, parangon d'un pouvoir absolu qui cherche tout au long du récit à se constituer une identité qui ferait de lui un homme neuf, différent de tous ses prédécesseurs parce que lui ferait preuve de la plus ardente déshonnêteté. Le portrait qui se constitue au fil des pages n'est pourtant pas celui d'un dictateur différent des autres dictateurs, bien au contraire. Il n'a rien à leur envier. Il n'a même plus l'excuse d'ignorer l'histoire. Ce livre est une sorte de long discours dont l'enjeu serait d'utiliser les mots pour qu'ils élaborent,
qu'il modèle peu à peu une réalité comme si les mots eux-mêmes étaient matriciels. Dans ce livre, les mots engendrent d'autres mots qui doivent prendre le pas sur les premiers pour les supplanter de sorte que Barthélemy Lopez ne finit jamais de parler. Parler lui donne une stature démiurgique qui gonfle l'expression méliorative qu'il a de lui-même. Dans l'hypothèse suggérée par Sonny Laboutancy, ce sont les mots qui composent la réalité. Les mots peuvent donc faire peur parce que eux est la preuve que les mots peuvent créer en mentant. Dans V, les efforts de Jean Calcium pour construire Granita sont anéantis parce que les mots du gardien disent que Granita n'a pas existé. Les efforts de Dadou pour se redresser sont anéantis parce que les mots de Yavelde font de lui un assassin. Dans A, le déni que constitue le fait de créditer des mots menteurs envahit l'espace et pousse les personnages à évoluer dans l'absurde, celui qui consiste à devoir admettre comme vrai ce qui est faux. Lorsqu'arrive le colosse à Hondonote, la foule lui emboîte le pas pour ne plus le quitter dans Y. C'est comme si l'introduction de ce personnage dans la ville pouvait constituer une intrusion du vrai dans un espace rongé par les dénégations des autorités au pouvoir. Au fond, si celles-ci cherchent tellement à ce que le colosse leur vende à elle et à personne d'autre les crimes qu'il dit avoir à vendre, c'est bien parce que cette vérité leur fait peur et qu'elle pourrait, si elle avait la parole, redessiner la réalité que la falsification leur a permis de modeler. La nette impression que le déni s'empare néanmoins de tout l'espace narratif se vérifie lorsque c'est le perroquet de Lorsa Lopez qui est jugé parce qu'il dénonce le coupable dans S, alors que toute la ville a tellement attendu que justice soit faite. Il est tellement aisé de manipuler les mots. Ils ont en eux des non-dits qui leur sont attachés, ils gardent même des silences. S raconte l'histoire d'une longue attente de 47 ans, celle de la venue de la police qui doit punir le meurtrier d'Estina Benta. Cette attente de justice est plutôt une attente de reconnaissance. L'exemplarité des habitants de la ville de Valencia veut être reconnue. Ils ont été autrefois ouvertement bafoués, au profit de leurs propres voisins. Écouter l'appel au secours de la jeune femme ne suffit pourtant pas pour qu'il soit entendu, comme si son appel cachait autre chose qui n'est pas dite. Ces mots, ceux qu'elle prononce, ne peuvent donc se suffire à eux-mêmes. Ce motif de l'attente se retrouve dans les 3 derniers textes de Sonny Laboutancy. Dans I, on attend le retour du colonel Banda, à moins qu'on attende de savoir qui est vraiment l'autorité qui envoie les télégrammes, ou encore pourquoi tant de personnages s'astreignent à l'effort du footing quotidien. Dans C, le lecteur attend le mariage de Oscar Anna et de Bano Maya, à moins qu'il n'attende la découverte de l'île que cherche Oscar. Les expressions figées qui jalonnent tout ce livre sont peut-être l'objet de l'observation. Enfin démantelées, elles pourraient être bousculées. Les mots ne semblent pouvoir dire toute la réalité, et pourtant ce qu'ils ne disent pas ou qu'ils ne disent que partiellement ne devrait pas être ignoré sans risque. Pour que les mots retrouvent leur validité, il faudrait que le monde, lui, retrouve une légitimité, mais alors que la fin de V renvoie le lecteur à son début, alors que les télégrammes qu'envoie le maire de Valencia dans S ressemblent fort à ceux que reçoivent Benoît Goldman et le colosse dans I, l'espoir d'un avenir qui échapperait à l'engrenage du présent paraît bien ténu. La fable laisse pourtant peu à peu la place à une autre forme narrative, plus organique. C raconte l'histoire d'Oscar Anna qui lors d'une fête a donné un baiser pour rire plus long que la coutume l'exige à l'enfant Bano Maya. Il doit donc l'épouser. Lui s'y refuse parce qu'il consacre toute sa vie à ses recherches scientifiques qui sont sur le point d'aboutir. Comme dans I, la nature offre un espace qui ouvre le langage des hommes à celui du reste de l'univers. On se prend à croire que les mots vont enfin pouvoir servir à communiquer, parce qu'ils n'auront plus à porter en eux-mêmes leur propre démenti. Dire ne devrait plus ne plus dire, parce que les dictateurs se sont éloignés. Pourtant ni Benoît Goldman, ni Oscar Anna, pas plus que le colosse ne parviennent à se servir des mots pour refuser de participer au grand carnaval de la vie. Les mots se font alors complices de l'immense jeu de masques, du grand chahut qui peu à peu recouvre la réalité des derniers textes. Sonny Laboutancy ne se prive d'ailleurs pas de jouer avec les mots. Il les déguise en les recomposant, il les manipule pour leur donner une nouvelle vie. Sa verve est jubilatoire, son inventivité enthousiasmante. Les mots semblent renaître, mais leur vigueur repose sur les cendres d'un monde qui joue sa vie. La question qui se pose alors est celle de se demander comment lire les textes de Sonny Laboutancy, si tous les mots déchiffrés sont montrés du doigt, si ces univers narratifs ne sont que duplices.
Si l'absurde consiste à lire ce que le texte dément, emprunter les chemins derrière tous ces si nombreux personnages peut-il mener quelque part? Sans doute, puisque l'écrivain Sony Laboutancy s'appuie sur sa méfiance des mots pour raconter. Chacun de ces récits est conduit par un conteur qui a la lourde tâche de refuser aux mots un unique droit à signifier. Dire « il faut partir » ne signifie pas pour Shaidana qu'elle doit quitter Yurma, la phrase dit bien plus que cela, elle contient tout ce que le récit de V dit de l'enfer. Dans E, la double énonciation fait aussi et en même temps dire à Martilimi Lopez ce que le jeu du conteur voit par-dessus son épaule. Dans S, la conteuse attend la fin du livre pour s'identifier comme si le récit ne pouvait brusquement plus se passer de sa subjectivité affirmée parce qu'il rattrape sa propre vie privée. Puisque les mots ne se dévoilent jamais, le conteur choisit de placer son récit en plein cœur des mots comme au cœur de l'arbre que protège le vieillard d'une vie en arbre et charbon alors qu'il est l'objet de toutes les convoitises. Lire ce que racontent les conteurs de l'œuvre de Sony Laboutancy permet d'embrasser plusieurs récits à la fois, plusieurs diégèses, qui ont pour rôle de déployer et de rassembler tout à la fois ce que les mots ont à dire parce qu'ils sont mobiles et multiples. Au fil de ces récits, les conteurs chercheront à emboîter ce que les premiers livres ont superposé comme si la réalité pouvait avoir trouvé une linéarité. Ce qui est époustouflant dans cette œuvre, c'est l'incroyable ordre qui y règne malgré les 3000 personnages que l'on y croise, ou les lieux qui s'organisent en villes et paysages qui se retrouvent parfois même d'un livre à l'autre. Sony Laboutancy est un écrivain qui a une vision du monde, et cette vision a sa représentation narrative. Sony Laboutancy sait bien que raconter est à la fois dangereux et suspect parce que les mots qu'il agence peuvent lui faire courir le risque de dire ce qu'il ne voulait pas dire, ou de donner à lire ce que le lecteur n'a pas lu. L'exercice est extraordinairement difficile parce que la violence qui l'entoure n'est pas narrative, que les mots sont médiocres pour traduire l'innommable, que l'excès côtoie le larmoyant, que la voix de l'écrivain n'a pas la sonorité de celle des suppliciés. L'écrivain haïtien Franck Essienne raconte la torture que subit le narrateur d'un pur silence inextinguible. 4 voix se mêlent. Celle de la victime au moment des faits, celle qui se retrouve agonisante en prison, celle des tortionnaires, celle de l'opinion publique. Et en même temps, l'espace du papier les sépare, la typographie les singularise sans qu'il soit pourtant si aisé de ne pas les confondre. La torture qui déchiquette ne peut séparer ce qui ne disparaît pas si aisément, la voix des hommes. Martial non plus ne meurt pas facilement, pas plus que Laïcho ou le Dr Chi dans V. Leurs voix ne s'éteignent pas plus que celle d'Estina Bronzario qui traverse 2 récits à elles seules, S et I parce que leurs voix ne sont pas seulement leur seule propre voix. La voix du prophète Mouzediba est de cette nature-là aussi. Dans Le Rivage des murmures, l'écrivaine portugaise Lydia Roré laisse la parole à une narratrice qui a assisté à l'empoisonnement de centaines de Noirs dont les corps viennent s'échouer sur la plage au moment où des colons blancs s'amusent à la terrasse d'un hôtel de luxe, le Stella. Il s'agit pour elle aussi de rendre audibles les murmures qui veulent étouffer l'affaire très compromettante pour les officiers en place. Elle choisit alors de déployer le récit qui ouvre son livre au point d'appeler chapitre 1, celui qui suit le condensé, intitulé, lui, Les sauterelles. Ce chapitre 1 inaugure alors ce que le récit déploie. Sony Laboutancy a aussi recours à une scène jeunesse d'Antoine m'a vendu son destin. Le statut du narrateur est constamment interrogé dans Le Rivage des murmures. Un jeu désigne la conteuse à la fois personnage et personnage qui parle au conteur. Comme pour Sony Laboutancy, les mots y ont cette autonomie qui oblige à toujours les interpeller. S'ensuit un livre magnifique, mais souvent difficile qui s'interroge sans cesse sur la manière de raconter ce que la plupart des cerveaux humains sont incapables de concevoir tellement les faits rapportés sont abjects. Au point d'ailleurs de parler d'autre chose, des sauterelles par exemple. Ces 3 auteurs ont en commun la nécessité de raconter ce qui ne peut pas se raconter. Le propos de Sony Laboutancy n'est donc pas isolé. Tous 3 ont aussi la pudeur des écrivains, qui savent ne pas exhiber pour préférer nommer. On se propose donc de mettre nos pas dans les pas du conteur Sony Laboutancy, pour nous laisser conduire sur les voies qu'il trace. Son œuvre invite au parcours. Le parcours s'annonce d'autant plus sinueux et difficile qu'il n'est pas aisément repérable. L'écrivain congolais recommande même la vigilance pour ne pas se perdre. Dans son avertissement à V, il écrit « Que les autres qui ne seront jamais mes autres me prennent pour un simple menteur.
Les voies de la suspicion sont néanmoins celles que le lecteur ne peut éviter d'emprunter tout en sachant que ces voies peuvent être fausses voire erronées. Lire Sony Laboutancy, c'est accepter de se mettre en danger parce que sa faconde et son intelligence du texte en font un écrivain profondément troublant au sens où il dérange en même temps qu'il séduit, au sens où il étonne en même temps qu'il glace. Le footing s'annonce vivifiant parce que Sony Laboutancy n'est pas un écrivain pessimiste et que cette mise en danger du lecteur ne peut être gratuite. Lire l'œuvre romanesque de Sony Laboutancy n'a rien de confortable parce que tout concourt à nous perdre dans un dédale de personnages, de lieux et de temporalités qui se mêlent. Le lecteur qui tente de se raccrocher à tel fil narratif pour le dérouler, se trouve vite privé de cette possibilité. Souvent, ce sont les personnages qui engendrent tel récit comme si la structure du livre s'organisait en une généalogie qui obligerait régulièrement le lecteur à passer d'une temporalité à l'autre en même temps que d'un lieu à l'autre, tout en essayant de donner une place aux analepses et prolepses qui peu à peu tissent le contenu. Le plus difficile n'est pas tant de courir le risque de se perdre que de se rendre compte que le conteur sait parfaitement où il veut nous emmener, et que le propre de ce labyrinthe est très probablement de n'avoir pas d'issue ou bien en tous les cas, pas d'issue qui mènerait simplement à la sortie. L'espace se traverse en croisant le même et son contraire, et la lecture des mythes ne permet pas d'échapper à un univers à l'évidence bouleversé. Le récit semble pourtant de nature à s'appuyer sur un ordre parce que Sony Laboutancy donne la parole à un conteur. Cet ordre est précaire, il paraît avoir pour objectif de se saboter. Le récit se sert des mots pour raconter une histoire, mais la narration, quant à elle, met en forme un autre récit voire d'autres récits non pas tant pour créer une mise en abîme que pour raconter en creux ce que la duplicité des mots prétend afficher. Cette violence faite aux modalités narratives conventionnelles est de nature à placer le lecteur en position délicate, à le mettre en danger parce qu'il sent bien que c'est précisément ce danger que le conteur veut lui faire goûter. Dans Ventre 2, Sony Laboutancy écrit « Mon écriture est une manière de se tenir le ventre avant la tête. Comprenez, merde comprenez. La formulation accroche, la revendication accroche. Le danger est bien tangible parce qu'on sait bien que l'on ne lit pas avec son ventre et qu'alors, ce dont parle Sony Laboutancy n'est pas si facile à comprendre justement. Sony Laboutancy n'attend pas de son lecteur qu'il lise tranquillement, au contraire, il doit être mal à l'aise et pas seulement parce qu'il lit des mots violents ou des mots qui disent l'absurdité de l'absurde. V page 9, mais parce que répondant à des amis qui affirment « Je ne saurais jamais pourquoi j'écris », Sony Laboutancy affirme « J'écris pour qu'il fasse peur en moi ». V page 9. Inventer un poste de peur n'est donc pas une simple formule, elle dit la condition inévitable dans laquelle doit se trouver le lecteur comme l'écrivain. Notre première partie se propose de tenter de montrer comment l'inconfort de lecture permet à Sony Laboutancy de concerner son lecteur de manière très nouvelle. La relation qu'il établit avec lui est aussi directe que s'il s'agissait d'un face-à-face qui ébranlerait les certitudes des interlocuteurs non pas pour remettre en cause une actualité douloureuse, parce que ce serait une attitude seulement militante, mais bien plus essentiellement, pour interpeller cruellement, au sens où Antonin Artaud parle de la cruauté dans le théâtre et son double, chacun d'entre nous dans la construction de son moi. Dans une lettre à AJP du 14 novembre 1932, Antonin Artaud écrit en effet « J'emploie le mot cruauté dans le sens d'appétit de vie, de rigueur cosmique et de nécessité implacable, dans le sens gnostique de tourbillon de vie qui dévore les ténèbres, dans le sens de cette douleur hors de la nécessité inéluctable de laquelle la vie ne saurait s'exercer. Le bien est voulu, il est le résultat d'un acte, le mal est permanent. » 3. Dans une lettre à Françoise Ligier du 29 octobre 1976, Sony Laboutancy écrit « En fait, il faut comprendre que je suis fait de viande, d'os et de mots. Quand meurt-il un mot qui fend la matière ?» 4. Sony Laboutancy n'est pas pour autant un écrivain nihiliste, loin s'en faut, mais puisque l'homme est un être de parole, c'est bien que le langage qu'il partage avec les autres hommes est un viatique problématique. Écrire peut alors apparaître comme l'occasion de raconter le langage, en le mettant en scène. Sony Laboutancy est un auteur de pièces de théâtre et son œuvre narrative en est nourrie, au point que ses romans sont souvent sonores, bruyants. Il choisit en conteur prolixe de faire entendre ce que disent les mots, mais tout autant ce qu'ils cachent. Son incroyable talent vient certes de ce que les histoires qu'il raconte sont nombreuses et variées,
et que le dépaysement est même total, mais il vient plus fondamentalement de ce que l'acte de lire participe lui aussi de ce dépaysement. Il est rarement possible de lire dans la linéarité parce que même si dans une lettre à Françoise Ligier, du 15 octobre 1974, Sony Laboutancy écrit en réponse à une remarque de son grand ami Sylvain Bemba: « Je lui ai rendu mon stylo, symboliquement pour lui signifier que je déchirais ma propre théorie de parler aller et retour. 5. Et que cette affirmation tendrait à refuser cette lecture en va-et-vient si caractéristique de ses premiers romans. Il n'empêche que lire Sony Laboutancy doit toujours être considéré comme un acte soumis à suspicion. La suspicion doit être une modalité de lecture. Cela étant, le lecteur est très sollicité puisqu'il appartient à la même humanité que le conteur et qu'il doit, comme lui, savoir se méfier des mots qu'il lit comme de ceux qu'il utilise pour parler. L'écriture du démenti est cette écriture qui affirme ce qu'elle ne dit pas, qui raconte ce qui ne se déroule pas, comme pour déplacer la représentation du réel vers un ailleurs parfois improbable, souvent subverti. Si les fous et les carnavals envahissent peu à peu l'univers dévoyé de la diégèse, ils semblent d'abord faire rire et apporter ce souffle de vie indispensable. Leurs prises de parole sont néanmoins, elles aussi, incontournables. Les hyperboles envahissent l'espace au point de le recolorer, de lui donner un nouveau ciel. Dans un univers plus onirique, plus poétique aussi, celui des derniers récits, la lecture reste néanmoins très inconfortable parce que fable et réalité se côtoient au point de se confondre et que, déboussolé, le lecteur finit par se demander si sa lecture est la bonne ou s'il est en train de faire fausse route. Sa quête de sens court le risque de l'erreur ou de la maladresse. Sony Laboutancy attend de son lecteur une lecture dynamique, dont le mouvement serait impulsé par Martial, l'avatar des prophètes. Ce nouveau Christ invite à une nouvelle scène où se rassembleraient plusieurs voix qui ne proposeraient pas une lecture figée du monde, mais au contraire une analyse à découvrir, une analyse en mouvement, de celle qui se découvre en se dévoilant. Les romans de Sony Laboutancy invitent à un dévoilement progressif du sens, ou pour reprendre les mots de N. Martin Granel, ils invitent à une quête permanente du sens. 6. Parce que ces univers ne s'appuient pas sur le seul présent, mais sur un présent nourri du passé. Les mythes sont alors à renouveler pour qu'ils s'ouvrent sur le futur qu'ils préparent. Dans Lettres aux Africains sous couvert du parti punique, l'écrivain congolais écrit « Le temps ne devient que ce que nous avons conçu et fait avec lui. 7. Le conteur Sony Laboutancy ne peut plus n'être que celui qui transmet une parole attendue. Son rôle même doit être remis en cause, au point que l'ambiguïté dont il fait preuve devient l'occasion pour le lecteur de chercher ce que cette figure du double, cette gémellité si présente, cherche à dire et à contredire. L'écriture du déni devient l'expression de la vision biaisée d'un monde qui court le risque de se perdre ou de se déliter. Les hommes qui ne se parlent plus parce qu'ils ne font plus que monologuer, ne semblent pas savoir que le langage est pervers autant que producteur. C'est comme si les mots que l'on a en bouche avaient la faculté de nous servir autant que de nous trahir. La condition des hommes est donc bien fragile, soumise à un langage qu'ils ne maîtrisent pas toujours. L'absurdité dont parle Sony Laboutancy fait bien entendu penser à celle qui envahit Meursault, le héros de L'étranger d'Albert Camus, à ceci près que l'ennui qui ronge les dimanches de Meursault ne l'empêche pas de ne pas se conformer aux codes sociaux alors que les personnages de Sony Laboutancy semblent, eux, bien trahis par leur propre langage. L'ère du soupçon doit alors moins mettre en cause les codes narratifs que le langage lui-même puisqu'il l'utilise pour raconter. Il doit être renouvelé, ou relu pour permettre aux hommes de retrouver celui qui doit leur permettre de dialoguer. Dans un poème sans titre publié, page 50, de l'autre monde, Sony Laboutancy écrit « Les mots me charment, me font signe. Les mots croisent les mains, s'assoient et s'endorment. Au pied du poète, qui seul connaît leur valeur. Les mots vont mourir si quelqu'un ne les remue à temps. Si les mots envoûtent, c'est bien le signe que c'est par eux que le sens du monde doit se dévoiler. Comme Ulysse, séduit par le chant des sirènes, le charme des mots doit nous inciter à tout écouter, y compris les silences. La tension de cet absurde est si forte que l'on dirait bien que la voix des fous et des carnavals est peut-être à écouter avec attention, parce que pour comprendre l'endroit des choses, sans doute faut-il en voir l'envers. Les mots sont du silence qui parle. Un tel être privé d'un langage fiable pourrait cependant paraître sans avenir.
Pourtant rien dans l'univers de Sony Laboutancy ne laisse l'homme sur le bas-côté. Dans la préface d'Antoine m'a vendu son destin, il écrit « Si nous autres têtus d'Afrique demandons tétume la parole après 5 siècles de silence, c'est pour dire l'espoir à l'oreille d'une humanité bâclée. 8. Quelle humanité bâclée ? Écrire « une humanité bâclée » ne permet pas de la circonscrire parce que même si Sony Laboutancy fait souvent allusion aux réalités du continent africain, son œuvre ne peut se restreindre à quelque frontière géographique que ce soit. Tous les hommes ont les mots en commun, et les mots ont une réalité qui les anime comme des êtres faits de chair et de sang. Sony Laboutancy est un écrivain singulier parce que si les mots sont ses personnages, c'est le soupçon qu'il fait peser sur eux qui les humanise. Lire devient l'acte qui oblige sans cesse à chercher la voie à suivre au point que les formes littéraires à traverser sont l'occasion de se demander si les mots lus sont ou ne sont pas de même nature selon qu'ils se trouvent dans telle forme ou dans telle autre. Ainsi, les mots écrits dans une lettre, les mots chantés dans une sourate ou un magnificat, les mots criés, les mots répétés dans des leitmotivs ne semblent pas les mêmes que lorsqu'on les retrouve dans un mythe ou une fable, un conte ou une autobiographie. Le sens à retenir dépend aussi de cette formelle présence, v. page 78, qui guide le lecteur dans ce qui ressemble bien à un marathon à parcourir. Un marathon littéraire qui emprunterait toutes les voies de l'écriture pour tenter de faire entendre la polyphonie des mots. Dans A, la voix du résistant qui pousse Dadou à tuer Mouyabaa, sa voix formelle, page 186, et la beauté de son corps taraudait déjà la malheureuse Shaïdana d'Anvé quand elle fait subir la mort au champagne, au ministre du guide providentiel. L'un d'eux parle de la jeune femme. Il pensait aussi à la mère baisée que Shaïdana lui avait posée sur les lèvres avant de s'en aller. Elle a le corps le plus formel que j'ai jamais vu. Elle est formellement belle, insinuante, délicieuse. V. page 48. Dès lors, puisque la littérature offre aux mots plusieurs formes différentes, la littérature est aussi chair et sang. Sony Laboutancy parle, lui, de chers mots de passe. Elle est un corps magnifique et dangereux comme celui de Shaïdana, et comme tel, elle a des yeux et des oreilles, elle peut être blessée, et son sang couler. Quand l'Aïcho est condamné à rester enfermé dans une cage pendant tant et tant d'années, il continue à écrire même sur des supports improbables et comme son sang s'échappe de la cage, ce qu'il écrit lui survit parce que certaines paroles doivent être entendues. Il s'agit de toutes celles qui rapprochent les hommes entre eux. La littérature a ce rôle magnifique et si difficile de coucher sur le papier les mots à retenir, ceux qui sont écrits dans des lettres notamment. Ces lettres sont à lire comme l'expression en relief d'un univers creusé par le démenti. Elles sont ces nielles qui obligent à toujours hésiter entre le même et son contraire, entre le vide et le plein parce que c'est ce mouvement d'hésitation qui conserve au doute sa valeur d'indispensable questionnement. Le paradoxe n'est donc pas une impasse, bien au contraire, il est un commencement. Que ce soit surtout des femmes qui rédigent ces lettres montre bien que la voie à suivre passe par celle que les femmes tracent parce qu'elles sont la voie de la rébellion et de la révolte, mais aussi parce qu'elles sont différentes et c'est précisément ce droit à la différence que Sony Laboutancy veut faire entendre. Lire ce grand écrivain permet de mesurer que son inventivité littéraire porte en elle une vision humaniste du monde. Chaque être humain a plus d'une vie à donner aux autres, il a une vie et demie. L'œuvre de Sony Laboutancy est un topo, au sens étymologique du terme. Ce vagin littéraire donne naissance à un univers qui place l'homme au cœur d'un paysage. Il doit se souvenir qu'il n'y est qu'un élément parmi d'autres. L'harmonie pourrait-elle donc peut-être naître de cette fusion entre la nature et l'homme ? Dans S, page 169, quand les gens de Valencia se sentent insultés par ceux de Sarngata-Nola, on peut lire « Là-bas, du côté de l'île, la mer aussi sembla s'asseoir pour écouter la réponse que Valencia allait faire à Nsanganorda. L'espace entra en communion avec les foules. » Plus il écrit, plus Sony Laboutancy donne de place à la nature, plus son écriture se fait poétique, amplement poétique. Dans un entretien avec B. Magnier, publié dans la revue numéro 79, d'avril-janvier 1985, page 7, il dit « Je crois que la nature humanise. » Son écriture prend encore plus de couleurs et sa palette devient un langage à part entière. Le parcours du lecteur devient celui qui regarde le monde qui l'entoure en l'entendant crier, certes, mais en se tournant vers un horizon qui s'élargit au point d'apercevoir dans le lointain, cette autre rive, où les mots serviraient à nommer, et ainsi à faire s'écrouler toutes les tours de Babel qui séparent les hommes.
L'esthétique de Sonny Laboutancy est celle d'un pantographe, dans la mesure où le monde dont il rêve a la littérature pour cadre d'expression, que la poésie y a une place de grand choix et que les mots, quand ils disent, ne peuvent que rapprocher les extrêmes pour leur indiquer une nouvelle voie à suivre, de nouvelles voix à entendre. Dans qu'ils le disent, qu'elle le beugle, Zabaya a le dernier mot. La mort, comme une fiévreuse folle, s'est mise à se gaver. Pourtant, aucune mort n'a assez de ventre pour engloutir la lumière. Le livre des Obazantiani est donc celui qui ne se lit dans aucun livre des vérités. S. page 120. Première partie, inventer un poste de peur. V. page 9. La représentation de la violence dont certains des romans de Sonny Laboutancy sont parfois saturés fait vite, à elle seule, basculer le lecteur dans l'effroi parce que son réalisme est tel qu'il côtoie parfois l'insoutenable. Certains épisodes de 5 et 2 heurtent particulièrement la sensibilité. Lire l'horreur est un acte particulièrement difficile. De surcroît, la forme littéraire originale qui s'y déploie participe aussi très largement d'un sentiment d'inconfort parce que, bousculé dans ses habitudes, le lecteur se sent d'emblée transporté sur des chemins où il est poussé à se perdre comme si, à moindre échelle bien entendu, il était question, aussi, de lui faire violence. Chapitre 1 – Lire dans l'inconfort. Les romans de Sonny Laboutancy refusent ostensiblement à ses lecteurs de s'installer confortablement dans cette situation si particulière qui est celle de lire. Italo Calvino dans Si par une nuit d'hiver un voyageur regarde de près une jeune femme absorbée par sa lecture. Tous les jours, avant de me mettre au travail, je reste un peu de temps à la regarder à la longue vue. Dans cet air transparent et léger, il me semble cueillir sur sa forme immobile les signes de ce mouvement invisible qu'est la lecture, le parcours du regard, le rythme de la respiration, et plus encore le glissement des mots à travers sa personne. 9. Il observe ce processus si particulier qui installe celui qui lit dans une forme de confort. On sait que ce roman italien, fait de début de plusieurs romans potentiels, interroge ainsi l'acte de lire tout autant que celui d'écrire. Sonny Laboutancy, comme Italo Calvino, partage cette même interrogation et la met en acte. Il s'agit de mettre les lecteurs au cœur d'un danger d'autant plus inconfortable qu'il est difficile à cerner. Toutefois, puisqu'aucun lecteur n'est novice, on peut se raccrocher aux catégories narratives qu'il connaît pour ouvrir les romans de Sonny Laboutancy. À regarder de plus près les incipides de V et 2, on mesure la qualité de cet inconfort. Dans V, la mise en morceaux de la narration est sensible dès la lecture du premier paragraphe du roman. En 7 lignes, le lecteur est transporté dans un univers original marqué par une forme littéraire qui s'écarte des codes conventionnels. Ainsi en est-il de la temporalité du roman. Elle est définie dès la première ligne par rapport à Shahidana, et plus précisément à l'âge de Shahidana, 15 ans. À la fois coupée de la réalité du lecteur et obéissant à la représentation linéaire que le lecteur se fait de l'écoulement du temps, voilà pourtant que cette première représentation est déjà en cause puisque le temps insiste en l'isolant sur une part importante de la représentation fictionnelle, son cadre temporel. Le temps serait à part, comme si le récit s'inscrivait dans un cadre hors de l'ordinaire, peut-être hors de la réalité, comme si ce temps avait lui-même une autonomie. Comment parvenir à le définir alors ? Le texte propose aussitôt de le circonscrire, de lui donner une dimension concrète. Il est par terre, V page 11. L'expression familière évoque la chute, complètement par terre induit même l'anéantissement. De quelle perception temporelle s'agit-il donc ? De celle d'une époque particulière puisqu'elle est celle d'un temps concrètement perceptible. Un temps capable de tenir debout ou de tomber. Où se situe cette temporalité inconnue du lecteur ? Toute la difficulté réside en effet dans l'usage des temps verbaux. L'histoire de Shahidana est rédigée au passé, les phrases au présent comme « mais le temps ». Le temps est par terre. Renvoie quant à elle au présent de l'écriture. Cette représentation du temps est d'emblée déstabilisante, parce qu'elle n'est pas conforme à nos codes de lecteur. La suite du texte propose néanmoins d'apporter un début de réponse aux questions que nous nous posons. C'était au temps où la Terre était encore ronde. V page 11 lit-on plus loin. Le c'était au temps rappelle le début de certains contes et détermine un temps qui n'est pas le temps. La temporalité installe ainsi la fiction dans l'irréalité. Un tel début inscrit aussi le récit dans un récit cadre, peut-être celui d'un apologue.
Dès lors, le lecteur se transporte dans un univers dont il est prêt à accepter des contours nouveaux, inattendus. L'expression du temps peut alors obéir à de nouvelles contraintes, et que le temps soit réifié devient un caractère original de la narration à laquelle il est invité. La préface de V parle de fable. Rien d'étonnant alors à ce qu'on se sente déstabilisé par cette expression non conventionnelle du temps. Celui qui détient les clés de cette narration est donc un conteur qui signifie sa présence dès les premières lignes du livre, et invite à le suivre. Le moment de la narration se situe plutôt a posteriori des événements racontés. Le temps du récit ne s'inscrit pas dans des contours identifiables dans la mesure où il ne coïncide pas avec des repérages habituels. Il s'agirait donc peut-être d'un futur puisque la Terre était encore ronde, d'un futur fait d'un moment inconnu, ou encore inconnu puisque dans le présent du narrateur et du lecteur, la Terre est encore ronde. En fait, le récit installe un hors-temps matérialisé à la fois par sa destruction, le temps est par terre. Il s'agit d'un temps qui n'existe plus ou est d'un temps que l'on ne peut situer, et par le repérage géologique, donc identifiable, de la rotondité de la Terre. La temporalité semble ainsi, dès les premières lignes du roman, informée par la part du fabuleux et du réel qui se côtoient. D'un autre point de vue, écrire le temps est par terre, associe temps et espace pour les rejoindre. Quel est donc cet univers qui confond deux cadres si structurants pour chacun d'entre nous, et qui n'en fait qu'un ? À qui s'adresse le conteur ? Le repérage spatial est lui aussi très original. Le temps est par terre. Le ciel, la terre, les choses, tout. Plus de ciel exclut donc la verticalité. L'horizontalité a tout envahi. Reste la terre, la mer et les choses. Pourtant, même cette horizontalité, somme toute évidente en ce qui concerne la Terre, étant donné sa gravité, la mer et les choses, est marquée par l'inattendu. Écrire complètement par terre insiste sur une évidence qui invite à une lecture vigilante voulue par le côtoiement de la redondance et de la discordance. Qu'est-ce que cet espace qui s'affirme sans scier exclusivement horizontal et qui accentue ce qui n'a rien que de très attendu ? Quant au ciel, s'il est par terre, c'est comme si cet univers n'avait qu'une dimension et se trouvait privé de celle qui symbolise l'infini, objet de la quête inlassable de l'homme. Temps et espace se rejoignent dans cet univers pour restreindre ses dimensions. Ainsi, le temps de l'histoire de Shahidana est circonscrit par un temps à la fois réifié mais aussi amputé et qui l'informe forcément puisque celui de Shahidana se trouve du coup magnifié par ce qu'il n'a pas encore perdu. Le cas de la forêt est particulièrement important. Est-elle elle aussi victime d'une perte de verticalité ? Les points de suspension esquivent toute réponse, mieux le non, semble même bloquer autoritairement toute question que l'on aurait envie de se poser pour mettre en valeur ce qu'est devenu cette forêt. La forêt ne compte pas. Dès lors cet univers amputé se précise. Il oppose un passé, celui du temps de Shahidana à celui de maintenant que le ciment armé habite les cervelles. Ce maintenant est associé à une image d'une terrible violence, qui agglomère minéral et animal. Qu'a-t-il bien pu se passer qui ait ainsi dégradé l'univers ? La réponse à ce « comment » est-il l'objet de V ? Une partie de la réponse tient-elle dans cette image du ciment armé qui habite les cervelles ? Les hommes privés de l'usage de leurs cervelles sont-ils coupables de cette amputation ? Ou bien sont-ils des victimes ? Privés de leur cervelle, les hommes rejoindraient alors l'univers dans lequel ils vivent dans la mesure où l'amputation leur est commune. À la réification du cadre spatio-temporel correspondrait la pétrification des humains. L'image est d'une grande force évocatrice. Le choix du verbe habiter, parce qu'il fait penser à un intrus dans le cerveau humain, reste néanmoins porteur d'espoir. Si cet intrus y est entré, il peut en sortir. La pétrification des cervelles est un processus, elle n'est pas consubstantielle. Dans les chants de Maldoror, Lautréamont évoque Maldoror et décrit « Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un, et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. » 10. On retrouve la même violence, la même force évocatrice pour suggérer l'idée d'une dégradation des fonctions nobles de l'homme. Dans ce cas aussi un intrus habite le cerveau humain incapable de se défendre. On retrouve aussi la même interpellation du lecteur. Sonny Laboutancy écrit « Non, la forêt ne compte pas V, page 11 et plus loin, mais laissez la ville tranquille.
Le registre est autoritaire. Cet interlocuteur est réduit au silence. Plus exactement, et c'est la deuxième fois que cela se reproduit dans ce même paragraphe, c'est comme si, après lui avoir suggéré de penser à la forêt, de penser à la ville, le conteur suspendait son récit. La typographie en point de suspension est éclairante. Il lui refuse autoritairement d'aller plus avant sur le chemin narratif qu'il lui a tracé. Il lui en refuse maintenant l'accès. Le lecteur serait-il, à son tour, privé de sa liberté de se représenter ce qu'il lit ? Son cerveau de lecteur se trouve à son tour occupé par celui qui l'en empêche à chaque fois qu'octorialement, il le décide. C'est comme si l'acte de lecture se trouvait régulièrement morcelé. Cette relation directe qui s'établit entre l'auteur et son lecteur est aussi celle d'un conteur et de son auditeur. Ces marques grammaticales, syntaxiques et typographiques sont aussi celles de l'oralité. Le conteur raconte une histoire qu'il connaît, sans que sa narration en fasse un personnage du récit. La syntaxe de ce premier paragraphe est contrastée, certaines phrases sont elliptiques. Elles sont nominales, certaines sont tronquées comme amputées avant d'être terminées, mais le temps ou amputées de leur début, complètement par terre. La langue du conteur semble souffrir elle aussi, des amputations de cet univers qu'elle décrit. Elle contraste avec celle qui ouvre l'univers de Shahidana où les phrases sont bien plus longues, où la syntaxe est complète. Le protocole inaugural de V est un protocole marqué par la précarité de ses hypothèses de lecture. Celui d'E est tout aussi perturbant, marqué lui par l'ambiguïté. Le début d'E se présente aussi comme un récit non circonscrit dans le temps. Le texte se propose de raconter la vie d'un chef d'État, Barthélemy López qui, fraîchement porté au pouvoir, s'apprête à visiter la capitale du pays qu'il gouverne. Aucun repérage précis d'espace et de temps, nous sommes en Afrique noire très probablement au 20 siècle. Cette histoire est entièrement le fait d'un conteur dont il est encore trop tôt pour déterminer qui il est, exactement. E est une narration ultérieure au passé. Le narrateur se propose de faire un effort de mémoire pour rendre compte des 40 années de pouvoir de Barthélemy López. Ce choix de recomposer le passé en présentant le début comme un commencement vise ici à donner l'illusion d'un présent, comme si l'histoire se déroulait en même temps qu'elle s'écrit. La simultanéité passe dès les premières lignes. Du reste, pour accentuer l'authenticité de cette histoire, le début du roman se situe bien au moment de l'accession au pouvoir de Barthélemy López. Pourtant, si le lecteur paraît informé de la perspective narrative qu'il est invité à suivre, celle d'un conteur, il ne peut encore déterminer si cette instance coïncide avec celle d'un acteur de l'histoire. En effet, si voici l'histoire, paraît donner au conteur une position omnisciente, cette focalisation se trouve malmenée très tôt dans la suite de la phrase. Voici l'histoire de mon colonel Barthélemy López, fils de maman nationale. Page 7. Le mon colonel semble installer le conteur dans le récit qui continue. Le jeu du conteur se fait explicite et devient partie prenante de l'histoire qu'il commence de raconter. Il n'en reste pas moins que la lexicalisation de mon colonel, conteur n'est pas sans poser problème, parce qu'elle interroge autant le contenu du récit que la forme qu'il choisit de retenir. Que peut bien signifier cette expression ? Qu'il s'agit d'un colonel que le conteur connaît tout particulièrement, au point de le singulariser et de souligner la familiarité de leur relation à travers cet adjectif possessif de première personne ? Qu'il s'agit d'un titre tellement attribué à ce colonel, que le souci d'authenticité de l'auteur le pousserait à en affecter toujours le nom de son personnage ? Que cette expression devient partie intégrante de son patronyme ? Ce qui aurait pour effet d'inscrire ce personnage dans sa fonction d'homme politique, avant de lui donner toute autre identité. Comment comprendre encore ce trait d'union si ce n'est comme la marque explicite d'un récit écrit et non pas raconté ? La réponse à cette question n'est pourtant pas si simple parce que la situation de « mon colonel » dans la phrase invite à une intonation particulière, intonation qui tend encore à préserver le double statut de cette première phrase de l'incipit. Dans la suite de la même phrase, la reprise de la lexicalisation des titres militaires « mon lieutenant-colonel », page 7, garde la même ambiguïté énonciative que dans l'occurrence précédente. Plus loin, et dans la même phrase, pauvre Gaspard de Mancy, introduit avec hélas et quel malheur, une prise de parole directe qui à son tour pose plusieurs problèmes de lecture. Le problème de savoir quel est le statut de celui qui prend ainsi la parole.
est-il celui qui parle de Maman nationale, ou de Comme Lopez de Maman, et il s'agirait alors d'un conteur qui aurait un lien de parenté proche des deux militaires évoqués, Barthélemy Lopez et Gaspard de Mancy, au point de faire preuve d'empathie à leur égard? Le récit s'inscrirait alors d'emblée dans la subjectivité. Un problème lié à l'intrusion du style direct au sein de l'histoire autant par son mode d'irruption dans la phrase, que par son contenu. Il apparaît dans la même première phrase de l'incipit, et son intrusion est tellement abrupte que toute la difficulté pour le lecteur est de discerner où s'arrête le récit pour laisser la place à la prise de parole. En effet, aucune marque typographique pas plus que syntaxique ne signale le passage de l'un à l'autre. Il est même délicat de déterminer à partir de quel endroit de la phrase on peut parler de discours rapporté, plutôt que de discours transposé. Voici l'histoire de mon colonel Barthélemy Lopez, fils de Maman nationale, venu au monde en se tenant la hernie, parti de ce monde toujours en se la tenant, Lopez national, frère cadet de mon lieutenant-colonel Gaspard de Mancy, pauvre Gaspard de Mancy, chef suprême des armées, ex-président à vie, ex-fondateur du Rassemblement pour la démocratie, ex-commandant en chef de la liberté des peuples, feu Gaspard de Mancy, hélas comme Lopez de Maman, venu au monde en se la tenant, parti du monde de la même sale manière, quel malheur. OP7. À moins que, à condition de considérer que l'histoire est ici scène de discours des acteurs, le roman ne s'annonce comme une tentative de duplication de la narration orale, où le jeu du conteur relairait le griot, quitte à lui céder parfois sa place. Si l'on retient cette option, ce jeu serait susceptible alors de ponctuer son récit de remarques personnelles, sorte de métalepse narrative qui privilégierait alors une relation directe entre ce griot et ses auditeurs que sont à la fois les personnages du roman susceptibles de suivre le discours et les lecteurs virtuels d'eux. Ce récit souffle des modalités narratives qui sont le même et son contraire. La lecture d'eux ne se présente pas comme une lecture facile. Elle est même encore compliquée parce que ce récit de parole, qui se présente comme ayant très certainement pour objet d'informer sur Barthélemy Lopez, n'est peut-être pas le seul récit biographique attendu. En effet, Barthélemy Lopez, présenté comme le frère de Gaspard de Mancy, semble avoir connu la même destinée tragique que lui. Le lecteur de cet incipit peut faire la confusion entre les deux hommes, d'autant que ce tout premier paragraphe ne lui a pas encore donné le temps de les distinguer l'un de l'autre. Le conteur donne l'impression de s'employer à créer cette confusion, quand il associe les deux personnages dans la même phrase au point de ne plus rendre intelligible la distinction entre les deux hommes. La phrase à partir de A, pauvre Gaspard de Mancy, concerne-t-elle Barthélemy Lopez ou son frère? L'hésitation reste entière jusqu'à la fin du paragraphe qui revient sur le cas de Barthélemy Lopez, parti du monde de la même sale manière. Ce conteur affirme donc une forte personnalité, d'autant qu'il a beau jeu de se permettre une telle digression sur le personnage dont il n'est pas question dans ce récit. C'est un peu comme s'il cherchait à mettre le lecteur sur de fausses pistes. C'est comme autant de clins d'œil adressés à un lecteur invité à être vigilant. Et l'humour qui se dégage de la description de ce personnage ne facilite pas non plus la prise en compte de l'objectivité attendue du portrait. Le conteur le présente comme ce qu'il n'est plus. Pauvre Gaspard de Mancy, chef suprême des armées, ex-président à vie, ex-fondateur du Rassemblement pour la démocratie, ex-commandant en chef de la liberté des peuples, page 7. L'humour consiste ici à dresser un portrait qui se vide au fur et à mesure que les mots de la description s'ajoutent. À force de n'être plus, qu'est donc encore ce Barthélemy Lopez? Lui qui, pour lui ôter toute personnalité, peut se confondre avec son frère. Le jeu du conteur vient orienter le discours vers la subjectivité. La fin du paragraphe qui reprend en écho son début, venu au monde en se la tenant, parti de ce monde toujours en se la tenant, semble exclure cette fois toute velléité de mimésis de la part de l'instance narrative parce que ce paragraphe est clos sur lui-même. Il est clos sur les mêmes mots. La suite de ce livre se présente comme son déploiement qui, de toute évidence, se terminera comme il a commencé. C'est aussi ce même usage de la dérision auquel s'adonne Sony La Boutancy quand il propose un véritable clin d'œil à son lecteur, dans un autre roman bien ultérieur, page 38, où il étale les états d'âme du colonel Pleurote désespéré de la mort de Namsir, sa souris grise. Il était venu échoué là, ex-immortel, ex-compagnon de la Révolution, ex-parent de président à vie, ex-professionnel de la cause du peuple, ex-homme du 13 juillet.
La suite de la page n'apporte pas les éclaircissements attendus, notamment pas ceux qui renseigneraient sur qui est l'instance narrative de ce roman. Le lecteur a pourtant l'occasion de pouvoir se servir des codes de lecture conventionnels. On note dans le second paragraphe 2 occurrences du pronom de quatrième personne qui retiennent l'attention. Nous le conduisîmes du village de Maman Nationale à la capitale, et il était franc comme nous allons le voir mes frères et chers compatriotes. Page 7. La première renvoie à un jeu du narrateur associé aux partisans de Lopez qui font du conteur un personnage partie prenant du récit qu'il raconte et la suite du texte le confirme. Nous étions tous sûrs que cette fois rien à faire, nous aurions un bon président. Page 7. Le conteur se présente bien comme un acteur du récit. La deuxième occurrence, inscrite dans une métalepse narrative, rappelle quant à elle l'emploi académique du nous et conforte ici le double statut du lecteur de ce récit. Les prolepses internes, celles par exemple de la mort de Barthélemy Lopez, à fonction répétitive se veulent un effet d'annonce tout autant qu'une pause narrative et reprennent elles aussi les catégories narratives conventionnelles de toutes les histoires à raconter. L'intrusion de commentaires à valeur explicative, nous le conduisîmes à la capitale où il n'était jamais venu avant, jamais de sa vie. Page 7. Ajoute à l'idée que ces procédés n'ont rien ici d'original et qu'ils tendraient à construire un récit biographique dont le conteur serait acteur à l'instar du biographe de mémoire. Pourtant, les phrases « On se serait dit au temps des caravanes parce qu'il avait refusé de prendre l'avion, nous marchions ployant sous le poids de ses biens et ne cassez rien je vous en prie. Nous chantions ses louanges. » Page 8, sont déroutantes. En effet, scènes d'événements non-verbaux et scènes de discours des acteurs se côtoient au point que rien, ni lexicalement ni syntaxiquement, ne signale le passage de l'un à l'autre, là où la convention impose des marques formelles. Or il apparaît bien que c'est Barthélemy Lopez qui prend la parole pour dire « Ne cassez rien je vous en prie ». Et qu'en tout état de cause il faut comprendre que la scène du discours de Lopez prend purement et simplement le relais de la scène qui raconte la mise en place du défilé triomphal du nouveau président, tout cela sans prévenir. L'effet est très déroutant. Le conteur utilise le « et » non pas comme une liaison entre deux syntagmes de même nature, mais ce « et » lui permet d'associer deux instances narratives. Du même coup, il les place sur le même plan comme si conteur et personnage pouvaient se relayer, comme s'il n'établissait pas de hiérarchie entre ces deux catégories, comme si tout personnage pouvait porter en lui la capacité de se faire conteur à son tour parce que le récit laisse libre cours à la narration de s'élaborer elle-même. Peut-être que cette modalité narrative est une marque de l'africanité du texte, ou de l'idée que le lecteur non-africain s'en fait. Déstabilisé, dérangé dans ses habitudes, le lecteur de l'œuvre de Sony Laboutancy est convié à lire une œuvre avant tout très originale, une œuvre qui donne à lire autrement et qui interroge le récit lui-même pour lui attribuer de nouvelles capacités d'invention. À lui aussi d'en retrouver les marques, ainsi celles de cet emploi du « et ». C'est essentiellement dans eux que Sony Laboutancy a utilisé ce procédé inventif. On en trouve trace, bien fugace néanmoins, dans S. Beaucoup n'étaient pas invités qui venaient seulement lui serrer la pince et lui remettre en main propre le petit quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire tenir à cette occasion-ci. La dernière peut-être, S. page 111 où les invités d'Estina Bronzario se confondent un instant avec elle. Les 4 autres romans de Sony Laboutancy peuvent sembler avoir des incipites plus sages parce que l'acte de lecture y trouve des repères plus conventionnels. Dans A, le lecteur est invité à suivre Dadou au point de lui emboîter le pas dès les premières lignes. On voit très souvent par ses yeux et la première phrase condense et concentre à la fois l'irruption du danger et son ancrage dans la durée. Dadou est le personnage principal, il est en danger, et c'est à partir de lui que s'élabore le récit. Dadou, le très honorable directeur d'école se sent fortement attiré par une de ses belles et jeunes élèves. Dans S, c'est un nous qui nous sert de guide. Celui-là est omniscient puisque capable de relier entre eux des événements du passé avec ceux du présent. L'idée du danger est encore là, sonore cette fois, puisque c'est la terre qui crie pour annoncer l'imminence d'un nouveau malheur, l'assassinat d'Estina Benta par son mari. Ce nous appartient à la communauté de Valencia sans qu'on sache tout de suite qui est précisément derrière ce nous. Vanzi, c'est encore un nous qui raconte, il raconte l'arrivée d'un homme, un inconnu dans la ville. Le danger cette fois est présent dans l'imminence d'un interdit sur le point d'être transgressé. L'homme en question s'apprête, mais au stade du roman,
rien ne le prouve encore à ne pas obéir aux lois de la ville d'Hosanna. Lancé, c'est nous, habitants de Hondonote, qui rapportent ce qu'il conviendrait d'appeler un détail, privé de surcroît. Le baiser que Oscar Anna a donné à Bano Maya pour la saluer selon les règles de courtoisie communes à tous, personnages comme lecteurs d'ailleurs. Pourtant, là encore le danger est là, parce que l'intime devient extime et que du même coup ce détail n'en est plus un, d'autant qu'il met en cause des coutumes garantes d'une tranquillité sociale ébranlée de fait. Ces quatre incipides contrastent fortement avec ceux de V et 2 parce qu'ils apparaissent moins inventifs, moins formellement originaux, et que A ait été écrit d'abord est pour le moins déroutant tant il est différent des deux romans qui le suivront. Mais tout n'est pas si simple. Certes, ces 6 débuts ont des points communs. Et le principal, c'est ce conteur qui conduit le lecteur, mais c'est l'ambiguïté qui est avant tout maîtresse du jeu narratif. D'abord parce que le conteur n'est jamais clairement identifiable. Même dans le cas de A, en effet, peut-on être certain que Dadou ne suit que son propre parcours lorsque Landu, le chauffeur de Dadou, va boire un verre avec lui? Landu se sentait le cœur de pousser le citoyen directeur dans les angles les plus audacieux de la conversation à cause du « non », sans doute. Il n'irait pas lui manquer de respect, ça non. Non et non. Page 27. Et la réponse à cette question n'est pas sans intérêt parce que puisque danger il y a, cette incertitude concourt à mettre le lecteur en branle. Mieux, l'irruption page 15-2. Un directeur de normal, parfois ça vous manquait de quoi prendre un autobus. Alors ça vous prenait le train 11 sur plusieurs kilomètres. Qui introduit à la fois un nouveau registre de langue et un datif éthique ne permet plus au lecteur de s'installer dans un confort qui lui aurait permis d'emboîter le pas du déjà si sympathique Dadou comme si une nouvelle narration, moins lissée, se faisait jour derrière la première. Quant au début de C, que raconte-t-il? L'histoire d'un baiser pour rire? L'histoire donc d'un grand jeu, où chaque habitant de la ville interpréterait un rôle? Pourquoi alors exiger d'Oscar Anna un vrai mariage? Et c'est le deuxième point commun à remarquer. Le lecteur est placé au milieu de ces dangers comme pour en faire partie. Il est au cœur d'un dynamisme de force très active. Celle du collectif contre le particulier, celle du particulier contre le collectif, mais aussi au cœur d'un faisceau de forces qui s'attirent et se repoussent, celles centrifuges qui font de tels personnages la matrice du récit, Dadou mais aussi Oscar Anna, celle centripète qui le concentre, Martial, le colonel Sombro qui n'est encore que l'homme du début de I, Agracia qui n'est encore que nous au début de S. Et comme ce dynamisme perceptible dès les premières pages n'est pas encore clairement identifiable, il place le lecteur dans cette situation instable qui le rapproche de ce qui est raconté. Il est en danger lui aussi. Le danger présent au début de tous les romans de Sony Laboutancy est programmatique. Pesant mais diffus, il est de plusieurs ordres, il s'amplifiera et prendra ses orientations. Le lecteur, lui, fait partie du programme et puisqu'il peut hésiter entre plusieurs parcours, il court, en plus, le risque de faire fausse route et de se tromper. Le danger est majeur puisque se tromper, c'est aussi ne pas être un bon lecteur. Face à Italo Calvino, un de ses lecteurs ne dit pas autre chose. L'objet de la lecture est une matière pontiforme et pulvérisée. C'est dans ces brèches que se manifeste en des éclairs à peine perceptibles, la vérité que le livre peut comporter, sa substance ultime. 11. Brèche? Sony Laboutancy a choisi d'en creuser de nombreuses, et celles-là sont explicites. La chronologie rompue. Après avoir choisi de pointer toutes les ruptures dans la chronologie de 5 des 6 romans de Sony Laboutancy, les occurrences sont apparues si nombreuses que celles des seuls premiers chapitres ont été retenues. Sachant par ailleurs que leurs longueurs sont bien différentes, les relevés ont parfois été fastidieux. Il n'empêche que cette besogne confirme d'abord une évidence de lecture. Lire un roman de Sony Laboutancy impose d'accepter d'être sans cesse interrompu, et il n'est rien de si agaçant, mais elle invite surtout à se demander si ce qu'il faut bien considérer comme une gêne trouve sa justification littéraire. En réalité, tous les livres de Sony Laboutancy sont concernés et en ce sens, cet auteur rejoint l'esthétique de son ami Chikaya Utamzi. Lui aussi dans Les Méduses par exemple, invite à suivre un parcours qui lui aussi a bien du mal à se dérouler de manière continue comme si ce parcours était symbolique de celui des hommes qui ont décidément bien des difficultés à se rendre compte que des méduses les engluent. La proximité des deux écrivains se vérifie dans ce choix de temps d'occurrence temporelle. Elles mettent en valeur une représentation du présent, celui du récit et celui de la narration.
Les ruptures pointées ont ceci de commun, qu'elles prouvent que le présent ne se suffit jamais à lui-même, qu'il ne peut se circonscrire que dès lors qu'il est informé par le passé et par le futur, obligeant par conséquent le lecteur à une sorte de double lecture incessante, une lecture en va-et-vient qui vise à lire puis à relire pour établir le lien qui ordonne toutes les temporalités convoquées. Ce sont les derniers romans de Sony Laboutancy qui sont les plus morcelés. A et E ont en commun de construire un défilement chronologique autour d'un seul personnage, alors que les trois autres concernent davantage un collectif, ce qui du même coup renvoie à une chronologie historique là où la précédente est personnelle. De ce point de vue V, cette fois encore, impose son originalité parce que si la narration est construite autour de personnages, et en ce sens il faut la rapprocher de A et E, ces personnages étant des avatars de la figure du pouvoir ou de celle de la résistance, elle a à voir avec les romans qui lui sont postérieurs. Ce sont les prolepses qui deviennent de plus en plus nombreuses au fil des œuvres. Cette lecture en va-et-vient s'accélère parce que l'auteur choisit de la rendre de plus en plus saccadée, balancée et parfois basculée vers un futur forcément problématique. L'inconfort de lecture est particulièrement palpable dans C où, parce que le récit progresse à partir du baiser pour rire, nous l'avons appelé TPS 0, les analepses et les prolepses peuvent appartenir aux deux statuts quand elles appartiennent à la fois à la temporalité TPS 0 et TPS 1, après le baiser pour rire. À ce stade, le lecteur peut se sentir un peu maltraité. Pour tenter d'approcher une réponse à la question « Pourquoi ? Pourquoi Sony Laboutancy dérange-t-il autant son lecteur ?» Nous nous proposons d'analyser d'abord de près le cas de V puis celui de S. Commencer par le cas de V repose sur l'idée que l'analyse de la chronologie de cette œuvre, dans sa totalité cette fois, peut sans doute informer sur ce que la prise en compte particulière de la durée de ces ruptures peut signifier. Continuer par S repose sur celle de croire que c'est aussi la brièveté des ruptures chronologiques, le plus souvent d'1 à 3 pages, parfois moins d'1 page, qui contribue à la déstabilisation de l'acte de lire. Les marques lexicales de l'écoulement du temps sont très nombreuses, mais le morcellement de la lecture est moindre dans V. La chronologie suivie est celle de la succession à la tête de le Katamalanasi des guides, chefs de l'État. Même si ces guides ont tendance à se ressembler, V raconte les étapes de l'histoire de ce pays d'Afrique martyrisé par la soif de pouvoir d'hommes sans vertu. Ces marques lexicales témoignent même souvent d'un souci de précision qui contribuerait à authentifier les faits rapportés, d'autant que plusieurs ne sont pas sans faire penser à certains événements historiques du XXe siècle en Afrique de l'Ouest. Ce souci du détail crédite le conteur d'une volonté de ne pas déformer la réalité, ce que confirme l'abondance des faits rapportés qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le livre avance. Ainsi au chapitre 5 notamment, les faits sont très abondants et s'accélèrent comme si une folie s'emparait de la Katamalanasi ou plutôt de ses guides. Et de fait, les guerres vont alors se succéder jusqu'à la fin et l'abondance des événements se reproduire. Cette accélération est sensible quand, en seulement 2 pages, de la page 184 à 186, il se passe 20 ans de conflit entre Félixville et Darmélia. À titre comparatif, il faut 22 pages du chapitre 1 pour raconter 19 ans de la vie de Shahidana, 8 pages du chapitre 4 pour raconter les 88 années passées en cage par Laïcho même si le personnage de Laïcho sera plusieurs fois convoqué dans la narration. 29 pages pour raconter les 14 ans passés par Shahidana Laïcho dans la forêt des léopards, chapitre 4. 32 pages pour raconter l'effroyable guerre contre le Darmélia dont il est difficile de mesurer la durée. Au moins 150 ans d'après les recoupements des âges des frères Jean, de la mission de paix, de la survenue du cataclysme dans les chapitres 8 et 9. L'accélération du temps qui passe est proportionnelle à la présence plus ou moins prégnante des personnages les plus importants. Il est difficile du reste de savoir quelle est la durée de V. Les repérages sont d'autant plus délicats à mener que nous n'avons jamais de date précise dans ce livre. Le début du livre dit que Shahidana a 15 ans, page 72, fin du chapitre 2. Elle a 34 ans, les 2 premiers chapitres se dérouleraient donc sur 19 ans. Nous savons d'autre part que Laïcho est mort à 133 ans et 9 mois, page 81, que cette mort est contemporaine de la guerre contre le livre, page 134, chapitre 5. Laïcho apparaît au début du chapitre 3 où il est déjà présenté comme le vieux pêcheur,
il est arrêté page 79, chapitre 3, et attend sa mort 88 ans, page 81, chapitre 3. Il se déroule donc 88 ans entre le chapitre 3 et le chapitre 5. La durée du chapitre 6 est imprécise et concerne le successeur du guide providentiel, Jean Cœur de Père qui vécut 72 ans, mais dont on ne sait pas l'âge lors du début du règne. Le chapitre page 149 nous apprend la naissance des djinns qui ont 70 ans au chapitre 9, page 186. Le chapitre 8 précise que Shahidana, la fille, fête ses 129 ans. La durée très approximative des événements racontés dans ce livre est donc d'environ 200 ans si on additionne les âges des 2 Shahidana et ceux des 3 gens survivants au chapitre 9. Si Sony Laboutansi semble attaché à une certaine précision temporelle, au point même parfois de devenir pointilleux, nous pensons entre autres à l'occurrence page 125 qui précise la durée du règne du colonel Capiccianti. Il n'en fait pas une nécessité à valeur documentaire ou même à effet de réel. La réalité est en fait mise à mal parce que, si la page 66 ancre le récit dans le 20 degré siècle, tout concourt à la situer dans une sorte de hors-temps, que le début de V, comme sa fin, place par rapport à la réalité de l'acte d'écriture et de lecture plutôt qu'en fonction d'une réalité événementielle vérifiable. Ce hors-temps a néanmoins des points communs avec l'actualité de la deuxième moitié du 20 degré siècle, puisqu'en effet, l'auteur a pris soin de donner la date de fin d'écriture du livre à la dernière page, 25 décembre 1977. Il semble qu'il s'agisse plutôt de garder le lecteur sur le qui-vive, ainsi lorsqu'il lit, longtemps plus tard, quand les gens de la série C des enfants du guide Jean Cœur de Pierre construisirent Shahidana City, v page 105. Il se demande qui sont ces gens de la série C, dont on n'entend plus alors parler et qui réapparaissent sans plus d'explication un peu plus loin. Jean Calcium, fils de Jean Sans Cœur de la série C, v page 134. Cette chronologie ne semble même être là, elle aussi, que pour être maltraitée au point que souvent le lecteur doit relire pour retrouver le fil du déroulement temporel qu'il a perdu en suivant tel personnage, ou en croisant ceux qu'il ne connaît pas encore. Quant aux très nombreuses analepses et prolepses, on remarque qu'elles sont bien moins nombreuses dans ce roman que dans les autres, qu'elles sont bien souvent plus longues aussi, mais que cependant elles créent elles aussi des ruptures dans la lecture qui s'en trouvent aussi transformées parce que le déroulement du récit est directement éclairé par les digressions ou les progressions temporelles qui lui sont associées. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, la torture du docteur est régulièrement entrecoupée de ces digressions, comme pour donner toute son ampleur et toute sa portée à l'événement raconté. Le passé ambigu du docteur Chi raconté au moment même où il est torturé rend son acte de protection de Shahidana encore plus glorieux, mais accentue jusqu'à l'insoutenable la torture qu'on lui fait subir. Le temps s'étire, l'horreur n'en finit pas, la violence est palpable, la lire peut devenir difficile. L'attitude et les pensées du docteur ont alors une force et une puissance particulières. Le contraste entre la cruauté de ce qu'il subit et la quiétude du docteur saute au visage du lecteur décontenancé, et sans doute est-ce ce sentiment de malaise qui caractérise ce qu'éprouve le lecteur de V, que l'on retrouve dans eux mais moins souvent, là où les autres romans le voient surtout interrogatif, préoccupé. Un exemple parmi les plus significatifs de cette volonté d'interroger le lecteur se trouve dans le chapitre 1 de S. Les ruptures narratives y sont extrêmement nombreuses et très courtes pour la plupart. C'est un peu comme si Sony Laboutansi cherchait à interdire l'écoulement du flux de la lecture, pour que le lecteur ne soit jamais absorbé par elle. Seul C pousse aussi à ce point cette modalité. Au fond, c'est comme si notre lecture se faisait sous contrôle, on peut en être agacé parce que le contrôle est très prégnant, exactement comme quelqu'un qu'on guiderait en le suivant de très près et ce guide est le narrateur. Avec nous, le lecteur se met alors à attendre pour comprendre. Nous attend la réponse à « Pourquoi Lorsa Lopez a-t-il tué la femme qu'il adorait et pourquoi la police ne revient pas faire son travail ?» Le lecteur attend la réponse à « Pourquoi toutes ces ruptures narratives ?» L'œuvre romanesque de Sony Laboutansi englobe donc des temporalités dont l'intérêt majeur n'est certainement pas de viser à s'ordonner selon un simple déroulement chronologique. Le lecteur est forcément déstabilisé par ce bouleversement d'une des catégories essentielles à la structuration du récit et de la représentation du réel, qu'il a l'habitude d'en attendre au point parfois d'en être mal à l'aise. À quelle représentation romanesque du temps Sony Laboutansi invite-t-il ? La géographie pour se perdre.
La thématique du chemin ouvre la première page du premier roman de Sony Laboutancy, et file tous les autres, mais les 3 premiers romans de Sony Laboutancy sont très nettement moins marqués par des repérages toponymiques que les 3 derniers. On ne peut alors parler pour ces textes-là d'un inconfort de lecture qui ressortirait de la difficulté à se repérer dans leur géographie. En effet, A se passe dans 2 lieux principaux, la ville où travaille Dadou, l'autre rive sur laquelle il se réfugie, le fleuve sépare les 2 rives. Là où il travaille, on trouve son lycée, sa maison à Matongé, le café Le Magistrat où il se saoule, la maison de Yavel des Yaldara et la prison où il sera enfermé. Sur l'autre rive, on trouve le village des pêcheurs, la ville où Yaldara vend sa pêche et où Dadou se cache, et la maison de Premier, la forêt des maquisards. Dans V, on trouve dans la ville de Yourma, la chambre verte du guide providentiel, l'hôtel La Vie et Demie, page 43, le pisé de Moando, page 44, le cimetière des Maudits, page 137, puis dans le fil de l'histoire de cette ville, le palais de la Nation, page 154, au bord du lac Felitancia au nord-est de Yourma, le nightclub Payadiso, la place Saint-Jean-Cœur-de-Père, le palais de Félix le Tropical, Vatican III. On trouve le fleuve et l'autre rive, le lieu de la cahute de l'Aïcho, page 83, le maquis de la Lagune, page 86, la forêt des Léopards, page 87, et ses 3 pays frontaliers, le pays de Darmelia, page 102, avec le pont d'Armelia, la ville de Granita et son port de Zocavurta, ces 4 pays frontaliers. La toponymie n'est vraiment précise que lorsqu'elle suit le cours du sang de la langue coupée de l'Aïcho, page 84. De même si le conteur de guide Martilimi Lopez dans la ville, Zambaton qu'il ne connaît pas, p. 18,21 et 22, et précise les noms des rues et des places qu'il emprunte, c'est le stade Alberto Sanamatouf, page 27, qui est le lieu principal de ce récit puisque Martilimi Lopez passe son temps à y prendre la parole. Un autre lieu nettement mineur est celui des quartiers, page 42, où vit son peuple et où il se rend une fois. On comprend que Sony Laboutancy choisit ici des lieux symboliques. Lieu du pouvoir, les villes dans A, Yourma qui deviendra Félixville dans V, la ville et son stade dans E, par opposition avec des lieux de refuge sinon de liberté, l'autre rive et le village de pêcheurs dans A, l'hôtel La Vie et Demie et la forêt des Léopards puis le pays de Darmelia dans VE, ne donnent pas le lieu où vivent les opposants de Martilimi Lopez qui existent pourtant, mais qui seront torturés et tués. Pas de perdition possible alors pour un lecteur qui se repère aisément dans des lieux qui lui deviennent vite familiers, et dont le choix de certains noms instaure même une réelle complicité avec l'écrivain. Le café Le Magistrat, où Dadou sombre dans l'alcoolisme provoquant ainsi le jugement de ceux qui autrefois l'admiraient. Page 44. Le lac Felitancia dans la ville où le pouvoir exerce sa violence, ou le palais Vatican III, lieu de la cité des papes catholiques pour un des effroyables descendants du guide providentiel sont quelques exemples. Mais à y regarder de plus près, chacun de ces 3 livres détaille des lieux de parcours précis, et ces lieux sont déjà identifiés avec leur nom et leur catégorie. Rue, jardin, lac, les rues de la ville de Martilimi Lopez et le parcours du sang de l'Aïcho. Ces 2 parcours ne peuvent être que symboliquement opposés mais ils sont le signe, dès ces premiers textes, que la topographie y est à interpréter. Dans ces 3 romans précisément, le lecteur ne peut même s'empêcher de penser qu'en se rendant sur place, il pourrait s'y retrouver parce que l'espace y est restreint. Un seul moment détaille un parcours dans A, c'est lorsque Dadou est à la recherche de Yaldara et que l'heure est grave, page 187. Entre 11h, l'heure du forfait et 1h de l'après-midi, il avait cherché partout, au stade de la révélation. Les choses se compliquent considérablement avec les romans qui suivent parce que, précisément ce désir de reconstitution devient impossible pour lui, non pas qu'elle ne le soit pas effectivement sur le terrain, ce serait à vérifier, mais parce que les indications deviennent tellement nombreuses et tellement précises qu'elles constituent une véritable barrière au repérage. Elle ne se borne plus à un quartier d'une ville mais s'ouvre sur l'espace d'une nature grandiose faite de falaises, de rochers, de forêts, de fleuves et d'océans, d'îles et dont plus que tous ses autres romans y essaient rendront compte. Il semble que Sony Laboutancy ait voulu donner une place très importante à la nature dans ses livres, et c'est S qui oriente ce choix parce qu'il s'ouvre sur le cri de la falaise, proposant ainsi l'image d'une véritable nature anthropomorphique. À partir de ce livre, la nature et le paysage deviennent véritablement personnages du roman. Certes, S se déroule à Valencia, ville ennemie d'une autre ville Nsanganorda.
La fin du livre révèle que Nsanga Norda est détruite depuis longtemps, qu'elle n'existe donc qu'à travers les propos des habitants de Valencia. Cette ville est celle où le père Bona traverse le bayou pour se rendre chez le boucher Zola. Elle est celle où vit Estina Benta et Estina Bronzario. Elle a une place publique puis plus tard une citadelle construite pour protéger Estina Bronzario. Cette ville est au cœur de paysages qui ne sont pas urbains, de lieux où le ciment armé, V. page 11, n'a pas fait ses ravages. La falaise du côté de Valtano, la lagune, l'île de Jésus, Afonso, les tombeaux des rois, l'île des solitudes, tout attend. S. page 50. Ces lieux une fois identifiés reviennent régulièrement dans le livre, et dans cette mesure, la lecture de S n'est que provisoirement inconfortable. Il en est tout autrement de son repérage temporel. Repérer par contre les 230 ou 240 environ lieux de I, les 100 ou 110 environ lieux de C, relève d'un effort tel que la lecture en devient véritablement brouillée. On peut donner un exemple. Le père marcha devant lui, dans la direction du lycée des Libertés, par la rue des Frangipaniers, le rond-point Montango. Il emprunta l'avenue des Libanais jusqu'à la place de la Poudrière, traversa l'ex-camp des tirailleurs tchadiens, déboucha sur l'avenue de la Djoura par la place du Solitaire, arriva au commissariat des pénitenciers, suivit la rue Mafoy jusqu'à la Bibliothèque de France. Page 13. L'inconfort naît de cette sensation d'être submergé de détails, et il atteint son paroxysme si on veut se représenter les lieux en question. Le découragement parce que par endroits, l'espace du papier est envahi de ces fléchages qui finissent par tourner la tête tant Sony Laboutancy est souvent précis sur les orientations des parcours. À droite, à gauche, en face, face à, le dos tourné vers etc. Peut alors l'emporter. Si cette géographie fait penser à celle de ces cartes éditées par l'Institut géographique national français à des échelles qui permettent aux marcheurs de ne pas se perdre, appliquées au texte rédigé, elle n'informe plus parce qu'elle désoriente, les collines de Koumou. Du côté de Eloli, l'horizon. L'océan. La vallée d'Almaa. Les cataractes de Yambi, au rocher de Yalada. Le promontoire d'Olzara. Sa précision finit par saturer le sens du texte d'autant que pour compliquer les choses le conteur donne parfois plusieurs noms au même lieu. Il déboucha sur l'ancienne rue des Armées devenue la lagune de la Poudra, page 13. Il passa par l'ancien carrefour Massamba-Jikita, page 55, ou bien en invente qui perturbe les préacquis du lecteur, l'hôpital des Géméraux, page 12, où le M de Géméraux ne semble pas à sa place. D'un livre à l'autre, le conteur joue aussi de similarités troublantes de certains lieux, ainsi, le cas d'Hondo Norte, page 9, et de Hondo Norte, c. page 7. Cette volonté de précision ne peut pourtant qu'être significative. Il s'agit d'abord d'accepter cette inflation de détails comme le signe caractéristique d'un accent devenu majeur, dans l'œuvre romanesque de Sony Laboutancy. Celui-ci a toujours eu sa place, mais il s'est amplifié. Il s'est même élargi puisque l'on peut remarquer que parmi les lieux du dernier des romans, les pays étrangers sont plus nombreux. Libye, Liban, Russie, Roumanie, pp 16-17, Angleterre, Chine, Yehorouchalami, Bogota, Montréal, Norvège, page 81. Mais si l'espace a peu à peu envahi le livre et si les repérages géographiques ont tellement gagné en précision, c'est aussi parce qu'ils sont liés aux différents personnages qui les parcourent et admirent des paysages vraiment magnifiques. Cette relation si particulière devient de plus en plus prégnante. Il me semble aussi qu'à moins d'être familier des lieux, qui existent peut-être, et qui pour certains, Sony Laboutancy s'en est expliqué, rappellent la part de l'univers personnel de l'auteur, on peut peut-être y chercher un intérêt documentaire. Il s'agit plutôt d'une part, pour le lecteur de transformer l'inconfort de lecture qui lui est associé à la nécessité de ne pas dissocier le paysage des gens qui y vivent, et surtout, de se laisser aller au plaisir pur de savourer une écriture de plus en plus descriptive. Cette évolution devient elle aussi signifiante pour un lecteur invité à parcourir les chemins qu'on lui décrit. Ceci est d'autant plus vrai que parfois le conteur se plaît à rapprocher des informations contradictoires et même outrancièrement contradictoires. Les cartes qui mentionnaient cette distance dataient de l'époque de la guerre contre les Hollandais. C'est ainsi que Baltayonsa était à 45 km de Tombalbay sur les cartes et les registres officiels. Nous savions tous. Baltayonsa était à 2100 km de Tombalbay, page 150. Les deux derniers romans de Sony Laboutancy sont certainement des romans qui égarent le lecteur,
mais l'inconfort créé par les dédales dans l'espace n'est pas de même nature que celui que les ruptures temporelles enclenchent, parce qu'il ne met pas mal à l'aise, au contraire. Dans une version tapuscrite de C, terminée à Borgo San Felice, le 4 juin 1992, l'écrivain fait encore parler les gens de Hondo Note. Il propose un véritable hymne à la nature, page 127, que, au fond, le lecteur est invité à partager. Ne vous demandez pas pourquoi. Nous tous gens de Hondo Note sommes férocement amoureux de cette terre qui se lève comme un sexe de buffle, qui plonge délicieusement son corps et ses cheveux dans la féroce luxuriance d'une sempiternelle Pentecôte où l'océan, le ciel et les pierres se mélangent les pédales. Nous sommes au pays du baiser. Du même coup, ces parcours constituent souvent l'occasion de pauses narratives et les descriptions à lire sont alors pour le lecteur de véritables moments jubilatoires tant la langue de Sonny Laboutancy est évocatrice et suggestive, tant aussi parce que lire invite à un réel déplacement intellectuel. La profusion des personnages. Il est donc bien impossible de dissocier les espaces, urbains ou pas, des gens qui les occupent. Les relevés regroupés dans les tableaux joints en annexe montrent que chacun des romans de Sonny Laboutancy est un extraordinaire tableau vivant, et parce qu'ils sont construits plutôt autour des fonctions remplies par les personnages types que par des individualités, il est assez aisé de les regrouper en systèmes. Nous avons associé d'un côté ceux qui permettent à la sphère du pouvoir politique d'exercer leur autorité de façon cruelle et imbécile. On y trouve les chefs d'État mais aussi des militaires, des religieux, des notables de la société civile, juges, notaires, des représentants des anciens pays colonisateurs de l'Afrique francophone, anglophone ou lusophone. De l'autre, ceux qui les combattent emmenés par une figure capable de les faire rêver d'une autre vie. V propose ainsi une liste déjà très impressionnante de personnages qui peuvent tous s'ordonner en fonction de ces deux critères. Il ne s'agit donc pas d'une galerie de portraits, les détails descriptifs sont très rares, mais d'un grand diaporama de figures qui n'ont d'existence que d'une catégorie à l'autre. On comprend que ce système est la marque d'une tension extrême entre deux pôles opposés, comme le bien l'est au mal, mais aussi parce que l'un n'existe que par rapport à l'autre et, surtout parce que plusieurs personnages sont souvent suffisamment ambigus pour rendre cette tension encore plus prégnante. Sonny Laboutancy est un auteur de théâtre, et c'est en auteur de théâtre qu'il crée ses personnages. Ce ne sont donc pas les 3 premiers romans de Sonny Laboutancy qui posent des problèmes de lecture. Les personnages y sont plutôt des figures et cela, même si dans la catégorie des opposants au pouvoir le peuple balance parfois d'un bord vers l'autre. Leur univers tellement insupportable peut expliquer leur attitude. Ici, une fois de plus, le cas de A demanderait à être nuancé. La psychologie pratiquement exclue de ces 3 romans n'empêche pas que le lecteur suive plusieurs débats intérieurs de Dadou. Les difficultés de lecture concernent les 3 derniers romans, parce que si l'inventivité de Sonny Laboutancy est époustouflante, il faut bien reconnaître que le nombre des personnages présents dans ces textes est tellement élevé qu'il en est impressionnant. La progression est très sensible. 2 romans, E et C se détachent. L'Antépeuple, 63 La vie et demie, 97 L'état honteux, 315 Les 7 solitudes de Lorsa Lopez, 116 Les yeux du volcan, 189 Le commencement des douleurs, 240. Planter tant de personnages dans un même roman impose très probablement de ne pas attendre que le lecteur soit capable de les identifier tous. Certains sont d'emblée minorés, d'abord parce qu'ils n'apparaissent pas souvent ou pas longtemps. C'est particulièrement le cas pour eux, où la très grande majorité des personnages cités ne l'est qu'une unique fois, et au fond, une fois leur nom lu, ils n'ont déjà plus d'existence littéraire et c'est un peu comme si le lecteur les gommait au fur et à mesure pour ne pas s'encombrer la mémoire inutilement quand il sait qu'il doit nécessairement retenir des personnages plus importants. Le lecteur évite alors la lecture en va-et-vient, afin de se trouver en situation plus confortable. Il court alors, qui sait, le risque de produire une lecture un peu négligée. Attention alors au rappel à l'ordre, quand réapparaît quelques pages plus loin le personnage trop vite délaissé parce qu'on a fait l'erreur de le croire mineur. Ainsi dans S apparaît page 18, le nom de l'oncle maternel du monstre Yogo Lobotolo Yambi qui n'a d'autre rôle que de donner un avis, qui n'occupe qu'une seule ligne et disparaît, pour réapparaître, page 108. Le nom alors paraît connu au lecteur sans qu'il puisse exactement dire pourquoi. Le voilà contraint de revenir sur sa lecture sous peine de ne pas saisir cet épisode. Nansa Mopata apparaît page 24,
Puis page 159. Dans la première occurrence, il n'était question que de ces récits d'Apocalypse. La citation qui la concerne, page 159. La voit prendre la parole et ne peut se priver de l'information du début du livre sans dommage pour la compréhension du texte. Nansa Mopata essaya d'expliquer la chose par des prêcheries incroyables. Un autre exemple est possible dans V où le colonel Pedro Gazani apparaît. Il s'agit d'un homme qui prépare un coup d'État depuis des années, suivent alors seulement 7 lignes le concernant. Discrédité par son côté velléitaire et par l'espace réduit du papier, le lecteur fait l'erreur de le négliger alors même qu'il réapparaît, page 122. Le personnage des œuvres de Sony Laboutancy est très original parce qu'il enclenche très souvent un processus de lecture à lui seul. Il s'agit moins de l'identifier que de s'appuyer sur lui pour construire une forme romanesque où le lecteur a à tisser des liens, non pas seulement à des fins d'analyse mais des liens concrets, des contacts plutôt avec les pages du livre qu'il tient entre ses mains. À cause de plusieurs personnages, il est conduit en effet à tourner les pages, à revenir sur les pages, à les tourner encore. Ces personnages opèrent comme des déclencheurs d'une lecture manuelle autant qu'intellectuelle. Une autre façon de créer le trouble est ce choix du conteur de donner à ces personnages des noms parfois presque homonymes. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, dans S, ceux de Nerte Coma, Manuel Coma et Manuelio Coma, ce patronyme réapparaît sous la forme de Manuel Coma dans C. Ceux d'Almeyo Cansa et El Magno Canta, dans I de Demba Numbi et Bemba de Castillo. Plus délicate est l'homonymie presque parfaite entre Alvano et Aleando dans Y. Les deux personnages sont des femmes dont l'une est la mère de Benoît Goldman et l'autre l'épouse. Les récits qui impliquent les deux femmes se mêlent, se tricotent autour du personnage masculin. D'autres associent réel et fiction. Il s'agit probablement la plupart du temps de clins d'œil de l'écrivain, comme sont d'autres clins d'œil les noms des Slugides de Cassandor, I. Adam et Ove, et plus sérieusement les reprises des noms de ses amis, Sylvain Bemba, Chikaya Utamsi ou Henri Lopez et d'autres. Ils apparaissent souvent dans plusieurs de ses romans parce que si le trait amical est sensible, il relie aussi la temporalité fictionnelle à celle de la réalité de l'écrivain. L'exemple des références que fait Dadou à une chanson. Il eut soif d'un vieux disque de lait. Il en fredonna un couplet. Wanda Yangai Bomwana. Nazwaka te Kaka Nzambe. Nako Kwamiza. Il avait changé le dernier mot du couplet, à page 16. Montre que Dadou aime un chanteur connu, le chanteur zaïrois Taboulé Rochereau. Que cette chanson ne soit pas traduite en français, moins qu'un acte qui prive le lecteur francophone de la possibilité de comprendre, elle est l'occasion de rappeler que la difficulté de lecture passe aussi par le biais d'une langue partagée. Le conteur traduit d'ailleurs ce fameux dernier mot changé par Dadou. Ce diaporama met aussi en place une onomastique qui vise à interroger aussi la fonction informative du langage. Certains noms comme Malvoisie, page 76, prêtent à interprétation. Il a été le directeur de thèse de Dadou, qui, après avoir promis de l'aider en devenant son avocat, disparaît sans prévenir, conférant à son patronyme les sonorités du mot malveillant. Celui de Paolo Serbantoi, page 179, est évocateur quand on sait que son nom apparaît au moment où la foule se réjouit d'avoir pu vaincre cet intraitable, de la magouille, sorte de Cerbère des portes du mensonge. Celui de Lavotou, page 108, chargé de protéger le pouvoir pendant qu'il part à la recherche de sa mère enlevée. On se doute qu'il saura faire parler les opposants. Ce diaporama est impressionnant. Il ne comporte jamais de redites, de doublons ou d'erreurs de fonction, sauf peut-être une fois dans eux où la miso est un ex-colonel, page 38, et un ex-monseigneur, page 150, mais dans ce monde disloqué exercer de telles fonctions est-il si invraisemblable ? La question reste posée. Comment Sony Laboutancy a-t-il pu élaborer une telle galerie ? Comment a-t-il pu avoir une vision d'ensemble et une vision de détail à ce point affûtée ? Interrogé par courriel, Nicolas Martin Granel dit ne jamais avoir trouvé de traces écrites de ce qui pourrait être une ébauche, un brouillon de cette vertigineuse galerie. Les 3 derniers romans de Sony Laboutancy ne permettent donc plus de s'appuyer sur la même mise en système des personnages. Elle est opératoire pour les 3 premiers seulement, non pas que la tension et l'ambiguïté n'informent plus les textes, non plus à cause de leur très grand nombre, mais parce que l'inconfort de lecture qu'ils engendrent oblige le lecteur à élargir son champ d'analyse et d'observation.
Les 3 derniers romans sont aussi ceux qui amplifient les références spatio-temporelles de sorte que le nouveau système qui se met en place, sans écarter les rapports de force entre personnages du pouvoir et personnages de la résistance, les inscrit dans un cadre bien plus large qui englobe notamment le passé des origines, tout en gardant toujours les avatars de cette figure du meneur d'hommes, la figure d'un prophète sans doute. Créer les conditions récurrentes d'un inconfort de lecture est une manière de mettre le lecteur à contribution, de l'emmener sur une forme de lecture qui emprunterait à la déambulation son modèle de déchiffrement du texte. Cette forme non continue, interrompue, relue fait penser au parcours des prédécesseurs de Thésée dans le palais de Knossos au point qu'il s'agit d'abord pour le lecteur de repérer les chemins à y suivre s'il veut espérer en sortir avec au surplus, cette difficulté de se trouver parfois empêtré dans un récit qui s'emballe. V et 2 sont principalement concernés. Les guides au pouvoir y accumulent jusqu'à saturation des décisions politiques qui finissent par devenir illisibles. Que racontent donc précisément ces romans ? Le récit à lire. Comme nous avons travaillé de plus près les incipits de V et 2, nous nous proposons de chercher quels sont les protocoles de lecture qu'ils mettent en place avant de nous demander si les 4 autres romans n'auraient pas en commun avec eux de ne pas seulement raconter des histoires. Le début de V permet de mettre en valeur la façon dont le conteur met son lecteur sur la voie esthétique du labyrinthe. Ainsi, dès le premier paragraphe, le présent sans cesse informé par le passé et le futur oblige le lecteur à un va-et-vient. Il fait de lui, à son tour, une sorte d'écrivain, obligé de reconstituer ce que le livre ne dit pas ou ne dit que partiellement. Cette simultanéité des récits construit une diégèse supplémentaire qui s'immisce entre les lignes de V. Puisque Sony Laboutancy parle de fable dans son avertissement, il semble bien que le cadre spatio-temporel de la narration soit celui, à la fois d'un temps révolu, comme le suggère l'opposition de l'imparfait de c'était et des présents de est, ne compte pas, et d'un temps réifié, celui de l'écriture. Le choix du présent concerne alors à la fois le temps de l'écrivain et celui du lecteur. 2 diégèses se mettent en place. Celle où Shahidana a 15 ans dans un univers révolu, sa narration est passée, elle semble avoir sa propre langue. Celle où le lecteur se situe et à qui un conteur raconte une histoire, sa narration est au présent. Cet univers est réifié. Elle semble avoir sa propre langue. Sony Laboutancy invite donc d'emblée à nous interroger sur notre propre représentation de ce qui constitue notre réalité et l'irréalité. Le lieu de la fable, lieu de l'irréalité par excellence, est lieu réaliste dans le roman. Le lecteur ancré dans un monde où le temps existe, où l'espace a une horizontale et une verticale, a ce repère. Le lieu du présent est celui de l'écriture et lieu de la réalité, surtout quand il s'oppose à un passé présenté comme révolu. Il devient dans ce livre lieu de l'irréalité, dans la mesure où il détruit nos codes de représentation habituels. Une autre diégèse se fait jour, celle suspendue par le conteur, celle que le conteur n'a pas racontée, qu'il n'a pas écrite et que les points de suspension de ce premier paragraphe matérialisent. Le lecteur est invité à la reconstituer. Il la reconstituera sans doute en même temps qu'il interrogera son propre réel. Sa nature très complexe puisqu'elle est liée aussi aux conditions de réception de ce récit. Ce premier paragraphe est donc particulièrement étonnant. Il met en place un univers amputé. Il suggère la violence d'autant que cet univers, alors que le lecteur ne peut y reconnaître le sien, n'est pas pour autant le lieu de la fable annoncée. Propose quant à lui une biographie à lire, si c'en est une. Elle est aussi une biographie à déchiffrer. Comment comprendre alors ce soin apporté à raconter la vie de quelqu'un, au point de se placer à ses côtés quand la première représentation qu'on en donne est entachée d'interprétations diverses? Pourquoi chercher si vite et si nettement à pointer du doigt la narration? Pour inviter à en décrypter la genèse? Il s'agit à chaque fois, pour le lecteur, de ne pas se contenter du récit du conteur. Ainsi, Seki ne raconte pas seulement l'histoire d'un baiser pour rire où les protagonistes interprètent des rôles liés aux nécessités du jeu. Pour conjurer le sort, nous avions décidé qu'un procès pour rire serait organisé contre Oscar Anna, suivant les règles inviolables de Hondo Note, c. page 12. Comme V, ce livre interroge le rapport entre fable et réalité puisque l'on sait que la condamnation décidée par ce tribunal sera effective, et que Oscar Anna devra épouser la jeune fille qui, en attendant, se meurt d'amour.
Jouer serait alors vivre la réalité, et la frontière entre jeu et réalité, entre théâtre et réalité n'existerait pas. Toute la difficulté pour le lecteur est de ne pas se perdre entre ces deux mondes. S raconte ainsi la déchéance de la ville de Valencia, décapitalisée au profit de Nsanga Norda, qui veut absolument redorer son blason en devenant un modèle de vertu, mais qui reste sourde aux appels d'Estina Benta assassinée par son mari. S. Comme eux, interroge la capacité du récit à raconter autre chose que ce qui est dit puisque la population de Valencia, comme Martilimi Lopez, dénie la réalité en prétendant attendre que la police constate la vérité. Leur déni rend suspect le langage qui nomme ce qui n'est pas la réalité. On jugera Lorsa Lopez pour avoir charcuté Estina Benta, page 50. Comme s'il était le seul coupable, comme si chacun laissait de côté les raisons de ce meurtre. À quoi répond cette prétention du langage ? Il raconte l'arrivée d'un homme à Osana, un homme qui apparaît comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, à l'instar de Dadou, il suit le chemin qu'il s'est tracé. Ce texte interroge aussi le langage dans sa capacité à échanger avec les autres. Il montre que cette capacité est un leurre, parce que le langage sert aux hommes à monologuer plutôt qu'à dialoguer. Mais monsieur, votre article ne paraîtra pas. À cause de la censure. On est dans une ville où la loi est la vérité, et commande le trucage. Ici, les gens s'attendent à gouverner 3 millions de sourds-muets, à qui l'on donne 3 soupes de slogans par jour et une défense formelle de pensée. C'est page 60. Chacune des œuvres invite donc à déchiffrer au-delà du récit. Le lecteur y est poussé par un conteur très prégnant. La relation du conteur à l'auditeur ou de l'auteur au lecteur est à l'évidence primordiale. La fonction fatigue structure le texte. Elle inaugure la fonction de passeur dont parle Sony Laboutancy quand il dit de la fable qu'elle est un chemin aussi tortueux, v page 10. Sony Laboutancy entraîne son lecteur, son auditeur sur ce chemin parce que, sans doute-t-il en connaît le bout. La progression des marques de l'inconfort au fil des œuvres romanesques en est la preuve. Elle peut être examinée par exemple dans la modalité temporelle. Partons encore de V. La prolepse de la page 16 détache le récit de la mort de Martial du reste du texte. Le guide providentiel ne peut effacer le noir de Martial de ses mains. La prolepse accorde au récit de cette mort un statut particulier, peut-être celui de récit fondateur, sans savoir à ce moment du livre de quoi il est fondateur. La prolepse qui concerne Shahidana, page suivante, elle se remémore régulièrement le repas cannibale que le guide providentiel a imposé à sa famille, semble provisoirement confirmer cette proposition. Et à regarder de plus près toutes les ruptures temporelles des 3 derniers romans, l'expansion de ce type de récit fondateur s'affirme, celle des cosmogonies par exemple. La lecture des romans de Sony Laboutancy est complexe. Elle pousse certes à relier passé et présent pour repérer ce qui relève de l'archaïsme et de la modernité, mais ces lectures en va-et-vient visent aussi, surtout, à élaborer un autre sens, celui du récit dans ses conditions d'élaboration et de réception, appuyé sur un langage désigné comme suspect. Au fond, ces romans posent les questions de savoir comment écrire un récit, de comment le lire. De ce point de vue, il peut paraître intéressant de rapprocher la réflexion de Sony Laboutancy de celle de Lydia Roré dans Le Rivage des Murmures. Un récit inaugure le début de ce livre, il s'appelle « Les sauterelles ». Il a un début et une fin. Les chapitres qui suivent sont un dialogue entre le conteur et un des personnages de ce chapitre liminaire de sorte que le récit que le lecteur croyait terminé se retrouve sans cesse réécrit au fil des pages du livre, poussant sans cesse le lecteur à s'interroger sur la génétique d'une histoire. Le statut de l'œuvre à lire. Les 6 textes à notre étude portent la mention de roman, mais le mot demande à être regardé de plus près. A raconte une longue étape de la vie de Dadou et de ce point de vue, ressorti à la biographie ou même à une autobiographie à la 3e personne du singulier puisque le plus souvent, tout le récit est vu suivant Dadou, sauf le passage des pp 141 à 179 où l'on suit Yealdara. Serait lui alors une antibiographie, à ceci près que cette catégorie littéraire est traitée de manière très originale parce qu'on y trouve une double instance narrative. Ne serait-ce d'ailleurs pas plutôt des mémoires ? Montrent de telles trouvailles esthétiques, qu'on a choisi d'étudier de plus près son très particulier système énonciatif. Le narrateur, acteur semble en effet y céder sa place, sa voix,
son statut d'instance narrative pour la confier à Barthélemy Lopez qui, de personnage de la diégèse, devient à son tour instance narrative, reléguant ponctuellement le premier narrateur à une place de second rôle. Si tel est le cas, ces deux instances proposent-elles pour autant un récit différent, dont chacun aurait une perspective différente faute d'un contenu différent dans la mesure où tous deux se côtoient? Le récit serait donc un récit à deux voix, non pas deux fois raconté mais bien raconté par deux voix, celle de deux narrateurs, acteurs faisant de ce roman une narration à double perspective. À ce point de l'analyse, il semble bien que le jeu du conteur l'emporte sur Barthélemy Lopez. En effet, les marques spatio-temporelles, la part accordée à la première narration, l'analyse qu'elle induit fait davantage partager son point de vue. Le biographe-hagiographe est prééminent. Quand on lit, pour la première fois il poussa son grand rire de père, se tint les côtes et qu'est-ce que vous êtes bête. Vous avez laissé les choses de la patrie dans l'état honteux où les Flamands les ont laissées. Vous avez laissé les choses de la nation comme si le pouvoir pâle était encore là, quelle honte maman et qu'est-ce que vous êtes tous cons. Page 10. La phrase commence par une scène d'événements non-verbaux que le lecteur suit avec la perspective narrative de narrateur. Acteur premier, celui qui a ouvert le roman de type omniscient. Cette phrase est relayée dans sa syntaxe par la voix de Barthélemy Lopez qui prend la parole en s'adressant aux auditeurs présents à l'aide de la même copule, et, cette fois encore, c'est la prise de parole qui prend le pas sur le déroulement des événements, ce qui continue à interroger sur le contenu des deux récits. L'exemple suivant est sensiblement différent. Il signa à l'encre rouge la décision de Mapalilali qui met tous les tirailleurs aux frontières, pas un ici, tout le monde à la frontière, parce qu'un tirailleur s'est fait pour tirer mon vieux. Page 16. Cette fois le relais pris par Lopez est encore plus diffus dans la mesure où le passage se fait au sein d'un syntagme nominal, la décision de Mapalilali. Dès lors, le récit du narrateur-acteur octoriel serait « Il signa à l'encre rouge la décision de » que la scène du discours de Lopez relaie par Mapalilali qui. Ainsi quel que soit le mode de relais choisi, il semble bien que chacune des voix a sa spécificité, à celle du narrateur, acteur octoriel, la scène d'événements non-verbaux, à celle de Barthélemy Lopez, celle des scènes de ses propres discours. Les rôles sont-ils donc distribués? Je a un double statut énonciatif. Il est à la fois narrateur d'une narration dont il est la voix octorielle, et narrateur, acteur d'un récit auquel il participe en tant que personnage. Au lecteur de repérer le passage de l'un à l'autre et de mesurer les enjeux de cette modalité, parce qu'il semble bien que la complexité du procédé est révélatrice du projet d'écriture qui anime eux. Pourtant le passage d'une voix à l'autre n'est pas toujours facile à dégager comme si ces deux voix s'imbriquaient l'une dans l'autre au point parfois de se confondre et de suggérer que les deux voix sont en réalité la même. Tout cela ne facilite pas la lecture. Ainsi, au 3e chapitre Barthélemy Lopez se livre à un de ses discours comme il en a l'habitude, un long discours où chaque mot en entraîne un autre au point de se demander si le discours aura une fin. Il s'agit pour lui de justifier la fermeture de plusieurs ambassades et de convaincre que cette décision est admissible par ceux qui l'écoutent. Rien ne signale lexicalement et typographiquement, cette fois encore le début du discours. Apparaît après plusieurs phrases qui donnent les décisions du chef de l'État, notamment celle de juger publiquement 5 Pablozard, une phrase de commentaire qui bascule très vite en phrase du discours de Barthélemy Lopez, cette gamine aussi? Non, non et non, une si délicieuse créature, mais pour quelle raison maman? Non, non et non. Cette colère qui nous l'avons tous vue, gonflait sa hernie tomba très vite et approche savoir ma fille, comment mais comment une fille de 20 ans même pas. Page 26. Le passage du discours rapporté au commentaire de jeu se fait sans la moindre marque et cette fois encore c'est la clausule « et » qui introduit une deuxième fois le changement d'instance narrative. En fait, ce travail près du texte permet au lecteur de se rendre compte qu'il s'agit bien de deux instances hiérarchisées dans le récit parce que le narrateur premier cède bien la narration à Lopez puisque chaque fois qu'il s'efface, c'est pour laisser la parole à Lopez. Le rôle que le texte attribue à ce narrateur premier est pourtant plus subtil, parce que son statut de personnage du roman lui confère certes un statut d'observateur mais comme le texte tente à effacer même les marques grammaticales de son expression, on peut avoir l'impression que le narrateur second assimile le narrateur premier. Le narrateur lecture se confirme. Reste un autre facteur d'ambiguïté qui passe par l'emploi de « nous »
au lieu de je, dans la plupart des passages de ce livre. Comment comprendre par exemple le nous de cette colère qui, nous l'avons tous vu? Est-ce un je qui s'adresse au lecteur que nous sommes, et qui l'inclut dans un souci de complicité lié à l'acte de lecture? Dans ce cas, le narrateur octoriel, parce qu'il fait coïncider deux temporalités, celle de la narration et celle du récit, en profiterait pour jouer de la simultanéité, au point d'y associer le temps de la lecture. La narration deviendrait à son tour contemporaine du moment de la lecture. La simultanéité du temps de la lecture avec celle du récit est pourtant bien plus hypothétique, même si l'emploi du plus que parfait cherche à associer le lecteur au déroulement chronologique des faits. À moins qu'il ne s'agisse d'un je, celui de l'auteur incluant les partisans de Lopez présents comme lui aux côtés du président. Le nous renverrait le narrateur octoriel à son statut de biographe mémorialiste et sa perspective deviendrait donc polyscopique. Elle chercherait cette fois à emporter l'adhésion du lecteur à ce point de vue, au point de le transporter dans la temporalité du récit, dont la narration constituerait l'a posteriori d'événements vécus en commun avec le conteur. Ce personnage lecture rejoindrait alors ceux qui lient fiction et réalité. Dans les deux cas, le lecteur est pris à partie parce que le conteur le prend à témoin. Le choix du verbe voir n'est pas anodin parce qu'il contribue à l'hésitation de lecture. Le verbe voir peut en effet ou être admis dans le sens de constater, c'est la première lecture de nous, ou bien dans celui d'observer, c'est la deuxième lecture de nous. La narration associe donc à des angles de vue variés un jeu sémantique qui contribue, une fois de plus, à obliger le lecteur à une double lecture du passage de sorte que lire devient un véritable acte en soi qui tente à élaborer une troisième narration, celle de l'acte de lire que d'une certaine façon, le lecteur écrit avec le conteur. Il est d'autres occurrences qui, elles, prêtent même à confusion au point que l'hésitation du lecteur a le plus grand mal à se résoudre. On ne sait plus si la parole est à Lopez ou si elle est au narrateur premier, à moins que le contenu des propos soit attribuable autant à l'un qu'à l'autre. Ah, c'est toi mon collègue du pays voisin, et il lui cède la boue de mon peuple. Les gens de chez nous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.